Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de prendre place. Nous allons pouvoir commencer. Au nom de la municipalité de Montreux, j'ai le plaisir de vous saluer et vous accueillir pour cette matinée d'échange et de réflexion. Je salue tout particulièrement la présence de Madame Florence Sigrist, préfète du district Rivière-à-Pays d'en Haut, qui représente aujourd'hui ici le Conseil d'État. Je salue également de nombreux membres d'exécutif et de législatif de la région. Avec mon collègue Christian Neucom ici présent, nous vous prions d'excuser l'absence de M. Laurent Verly, syndic, qui représente aujourd'hui notre commune dans d'autres circonstances. Je salue aussi tous les intervenants de cette rencontre qui vous seront présentés tout à l'heure par Madame Florence Millou-Henriquez, journaliste, que je remercie d'animer cette matinée avec le dynamisme et la compétence qu'on lui connaît. Enfin, je vous salue toutes et tous en vos qualités et fonctions et vous remercie de votre présence. Vous l'avez lu, cette matinée, baptisée peut-être un peu pompeusement États généraux de la cohésion sociale, cette matinée a été mise en place par la municipalité parce qu'elle a souhaité engager une réflexion large, concrète et surtout pratique. États généraux tout d'abord. Le terme est ambitieux, on pourrait même dire un peu exagéré, surtout si on l'examine à la lumière de l'histoire européenne. En effet, sous l'Ancien Régime en France, par exemple, c'était avant tout une assemblée extraordinaire, exceptionnelle, destinée à traiter un problème grave ou une crise. En revanche, aux Pays-Bas, les États généraux n'avaient pas un caractère d'exception. Ils faisaient partie du fonctionnement naturel de l'État. À Montreux, il y a une sorte de tradition des États généraux. Une tradition en la matière, puisque des États généraux sont régulièrement convoqués pour traiter avec les personnes concernées et toutes celles et ceux qui le souhaitent de problèmes qui touchent la commune. Depuis de nombreuses années, les États généraux de l'économie ou du tourisme sont mis sur pied à Montreux. Et à titre d'information, la semaine prochaine, dans quelques jours, ma collègue Edith Villy animera les États généraux de la culture. Ce que la municipalité souhaite d'abord au travers de ces démarches, c'est de se mettre à l'écoute de celles et ceux qui désirent s'exprimer, apporter des propositions de solutions pratiques aux problèmes qui sont mis en discussion. Même si les États généraux de ce matin ont plus d'ampleur que d'habitude, leur objectif principal reste le même, rechercher des mesures concrètes. Mettre à plat les problèmes, tirer parti de l'expérience des autres, comparer, échanger, prendre du recul. Ensuite, s'il y a lieu, la seule instance de décision sera, après avoir débattu, le conseil communal sur préavis de la municipalité. Le débat politique doit avoir lieu, il aura lieu, mais aussi au conseil communal, puisque les prérogatives de décision lui appartiennent. Par conséquent, je demanderai ce matin aux politiques, et je sais que c'est quelque chose d'un peu délicat au début de campagne électorale, mais je demanderai tout de même aux politiques de se mettre plutôt en retrait, de façon à ce que d'autres approches puissent être valorisées. Je tiens aussi à dire que cette matinée n'est pas non plus un colloque scientifique, ni une réunion de spécialistes. Elle est d'abord destinée à mettre en lumière l'expérience. En premier, l'expérience reconnue de nos invités, hors région, voire hors canton, pour nous permettre de comparer, de prendre ce recul dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi l'expérience de ceux qui, proches de nous, sur la Riviera, vivent au quotidien des crises, et quelquefois des crises de la cohésion sociale. Car c'est de cela qu'il s'agit, vivre ensemble, se comprendre, mais aussi prendre des mesures et trouver des pistes d'action si des crises surviennent. En une matinée, tout ne peut pas être abordé. La municipalité a fait des choix. Elle a désiré privilégier 3 approches pour parler de violence,
de jeunes en rupture ou du sentiment de sécurité ou d'insécurité dans la région. La première approche, elle sera socio-éducative avec un accent préventif. La deuxième, c'est une approche judiciaire, car souvent, les arcanes de la justice, et particulièrement celles des mineurs, nous sont étrangers. Enfin, il faut aussi une approche policière également, car au plan local, la police fait un immense travail, mais celui-ci comporte aussi des limites, et nous devons en prendre conscience. On aurait pu également viser une approche pédopsychiatrique ou psychologique. Cela n'est pas écarté, ce n'est pas écarté formellement, mais ça ne sera pas développé ce matin. Il y a dans cette salle des personnes compétentes qui, sur ce plan-là, pourront intervenir si elles le souhaitent. La municipalité a aussi voulu donner la parole aux jeunes, particulièrement à ceux dont on dit qu'ils sont presque déjà des cabossés de la vie. Tout à l'heure, Simon Smith, délégué à la jeunesse de la commune, vous dira de quelle façon leur parole a été récoltée. Il y aura aussi ce matin le regard de celui que nous avons appelé un grand témoin, M. Vallout-Macher, sociologue, une personne qui nous aidera à relativiser, à nous recentrer, à prendre de la distance. Après moi, Simon Smith vous rappellera brièvement quelques idées reçues sur cette jeunesse dont on parle aujourd'hui. Vous aurez aussi, mesdames et messieurs, la parole pour intervenir, poser des questions ou émettre des avis. Des micros vous seront tendus à divers moments et je vous remercie d'ores et déjà de vous annoncer lorsque vous prendrez la parole et de vous lever. Aujourd'hui, en participant à cette rencontre, nous avons toutes et tous des attentes en matière de compréhension, en matière d'explication ou de recherche de solutions. Des attentes très diverses, sans doute, qui pourront peut-être trouver satisfaction si on tire tous à la même corde, si nous savons accueillir tous les points de vue. Pour illustrer cela, je terminerai mon propos en citant un proverbe africain que je vous propose de garder à l'esprit. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. J'espère, mesdames et messieurs, que nous irons loin ce matin, tous ensemble. Je passe la parole à Monsieur Smith. Bonjour, mesdames et messieurs. De plus en plus, dans mon interaction avec le monde dit adulte, en tant que, entre guillemets, professionnel de la jeunesse, que ce soit lors de séances ou de commissions, ou lors de simples échanges, je ressens de plus en plus de, il n'y a pas d'autre mot, de désarroi chez mes interlocuteurs, une forme d'incompréhension du phénomène social qui nous réunit ce matin. J'entends aussi souvent la phrase type de mon époque, c'était pas comme ça, on pouvait pas, on faisait différemment, ou bien des variantes sur le thème du genre si je prenais une baffe à l'école, j'en prenais une deuxième en rentrant à la maison. Alors, je sais pas pour vous, mais si je prenais une baffe à l'école, je me gardais bien de le raconter à la maison s'il y avait une chance de prendre une deuxième. Mais voilà. Pour moi, ça traduit un sentiment général que ce qui nous arrive est nouveau, que nous sommes un petit peu la première génération d'adultes à vivre ce phénomène, et puis que c'est difficile de l'aborder avec recul. On se sent dépassé, étant donné qu'il n'existe pour nous aucun point de référence dans le passé. Alors, à mon avis, ça, c'est absolument pas le cas. Et puis, en guise un petit peu de cadrage général, puis afin de tenter un tout petit peu de rasséréner, dans la mesure du possible, les débats, je vais tenter de vous montrer que le phénomène de la violence des jeunes n'est pas du tout nouveau. On ne parle pas d'une espèce de génération spontanée, surgie ex nihilo, qui se retrouve en rupture parmi nous. Ce phénomène, en fait, est le résultat de, je dirais, si vous voulez prendre l'image comme ça, de l'alignement d'un certain nombre de planètes dans notre constellation sociale. Par exemple, imaginez la planète jeune, la planète police, la planète école, la planète parents, la planète formation, la planète perspective,
autant de planètes qu'il y a je dirais de facteurs dans le monde social de notre jour. Et si ces planètes s'alignent d'une certaine manière, eh bien, il se produit ce qu'on pourrait presque voir comme une éclipse sur la planète des jeunes. Et je crois que c'est ce qui se passe, c'est un petit peu comme ça. Alors, si vous le voulez bien, posez-vous un court instant la question, ce phénomène qu'on appelle maintenant jeune en rupture, ce problème de la cohésion sociale, cette situation de bande, remonte à quand? Alors, une toute première question pourrait être jusqu'à la nuit des temps. Voilà une petite citation qui pourrait être tout à fait actuelle. Et celle-ci date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà. On peut dire que les jeunes ont toujours eu, depuis toujours, le jeune a une attitude, je dirais vaguement séditieuse vis-à-vis du monde adulte. Et puis ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont travaillé avec les enfants savent qu'à 14 ans, ce sont tous presque des professeurs SVI. Ils savent déjà tout sur tout, ils savent mieux que nous. Moi, à cet âge-là aussi, je savais tout mieux que tout le monde, puis c'est tout à fait normal, parce que quand on est jeune, on sait tout, simplement parce qu'on est tout neuf, on n'est pas fini, puis on n'a pas encore eu le temps d'apprendre qu'en fait, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on doit savoir. Ce phénomène ne s'est pas éteint au fil des âges, il a continué. Voilà une autre citation. Ça pourrait être une citation dans un journal du jour. Eh bien non, ça continue. Terrible ces jeunes, ils n'arrêtent pas. Il y en a encore une qui est assez sympa là. Mais quelle mauvaise manière, vraiment terrible. Et ça nous vient de Platon. Et la dernière, et c'est ma préférée, parce qu'elle n'est pas seulement proche de nous dans le temps, mais proche géographiquement. Alors il y a peut-être des personnes ici qui ont souvenir de ces personnages, parce que ça vient du PV de l'Assemblée générale des intérêts du village de Chernay, qui est un pittoresque petit village qui sommeille dans les Hauts de Montreux, et ça date de 1911. Donc, voilà, il y a des choses qui sont immuables, et surtout, encore une fois, cette attitude un tout petit peu de sédition de la jeunesse. Maintenant, j'aimerais faire avec vous un autre voyage dans le temps et l'espace, si vous êtes d'accord de me suivre à 600 km au nord-ouest d'ici et 137 ans en arrière. Et si on fait ça, on se trouve à Paris en 1875. L'insurrection de la Commune a été matée avec une violence absolument inouïe quelques années auparavant, je crois 1871 par là autour. Et le milieu ouvrier de la ville a été décimé. On parle de entre 30 et 50 000 tués, emprisonnés ou déportés. Donc on peut dire que le cadre paternel adulte a été sévèrement abîmé à ce moment-là. La révolution industrielle est en plein essor, et bien sûr que les conditions de travail sont extrêmement dures et précaires. En gros, c'est la loi absolue du patronat et du capital. Des vagues migratoires. Quand je dis migratoire, il faut parler d'exode rural, parce que ce sont pour la plupart des Auvergnats qui submergent les quartiers populaires. Et la ville lumière vit une période de changement profond de son corpus social. Donc là, vous pouvez imaginer un contexte d'incertitude et d'insécurité face à l'avenir. C'est un petit peu comme ici et maintenant, je crois. Et c'est à ce moment-là, en 1875, qu'on commence à remarquer l'apparence dans la ville de bandes de jeunes. Voilà. Ils sont âgés de 12 à 20 ans, ils sont issus de ce qu'on appelait les faubourgs, aujourd'hui on appelle ça les banlieues, et ils écument la ville en injuriant, agressant et détroussant à peu près tout le monde. Ils prennent tout à tout le monde. Ils ne respectent rien ni personne, ils sont en rupture d'atelier, c'était le terme utilisé à l'époque, et rejettent le monde du travail au profit de l'argent facile. Ils n'ont pas envie de bosser, en gros. Alors ils vivent de proxénétisme et de petits larcins, du banditisme, voilà, des comportements généralement déviants. Ils ont un habillement qui leur est propre. Regardez leurs chaussures brillantes, c'était tout à fait la mode pour eux. Ils ont la casquette à pont, pantalon pas de def, cheveux gominés en accroche-cœur.
et une attitude et un langage qui leur est propre. Alors il se trouve qu'à l'époque, dans la littérature populaire, l'Ouest américain était très en vogue. Il y avait beaucoup de ces romans dessinés qui se lisaient un peu partout. Et puis, au bout d'un moment, l'attitude de rebelle de ces jeunes, de rejet total de l'autorité, a fait que petit à petit, on leur donne le sobriquet ou le surnom de la tribu de l'Ouest américain la plus crainte et la plus féroce et la plus insoumise de l'époque, et c'était les Apaches. Et donc, l'Apache de Paris est né. Et là, à gauche, vous avez un Apache qui fait au moins 4 mètres, absolument fantastique. Le policier en fait à peine 1. Donc là aussi, on voit déjà un phénomène d'amplification et de distorsion de la réalité sur l'image. Je vous laisse imaginer le texte à l'intérieur. Et bien sûr, la presse populaire ne tarda pas à s'emparer du phénomène et d'amplifier sans vergogne les méfaits de ces terribles Apaches urbains qui allaient faire la une des journaux à grand tirage. Ces journaux mettaient systématiquement ou exagéraient, amplifiaient leur mépris de l'autorité. Vous voyez, ils vont même sauver des collègues jusque dans les bras de la police de sûreté. C'est vraiment épouvantable. Bien sûr, c'était des grands voleurs. Ils allaient chez les gens respectables pour voler. Ils manquaient totalement de moralité. Voilà, ça s'appelle les mœurs d'Apache. Ils vont jusqu'à assassiner leurs rivaux, jusque dans les bras de la police, ou bien s'égorger entre eux dans les arrière-cours. Et ils avaient une absence de respect pour la vie en société sous toutes les formes. Ils mettent des coups de couteau dans des jets de pompiers, c'est tout à fait amoral, ils ne font pas partie de la société, c'est affreux, ça ne joue pas du tout. Assez rapidement après est venu un désir de la part de la population dite respectable de les punir, ces vilains Apaches. Il fallait qu'ils payent, ça ne va pas se passer comme ça. Alors il y avait deux tendances. Il y avait la tendance pour arrêter des émeutes de ce style, il y avait la tendance personnelle. J'ai juste oublié de vous parler des Apaches en jupon aussi, donc la jante féminine n'était pas épargnée. Donc les Apaches apparemment étaient vraiment de tous les côtés. Mais ce désir de punition dont je parlais avant est survenu aussi sous cette forme. On vous conseillait d'apprendre le jiu-jitsu. Si vous apprenez une technique de combat, vous serez plus efficace dans la violence de ceux dont vous condamnez la violence. Ou bien on proposait aussi la révolte un peu du brave ouvrier citoyen. Puis là, vous voyez les proportions, la taille est aussi inversée. Il est en train de fracasser de vilains petits Apaches. Et ça traduit aussi un désir personnel de vengeance. Et bien sûr, derrière la vengeance personnelle, il y a la vengeance collective. On leur coupe la tête. Et vous voyez que l'Apache a peur de se faire couper la tête. Par contre, la prison ne lui fait pas peur. Donc vous l'emprisonnez, ça ne sert à rien, mais si vous lui coupez la tête, ça fera peur, puis au pire, ça encouragera les autres, comme disait Napoléon. Ces diverses mesures répressives n'ont pas vraiment fonctionné, et à partir de 1910-1912, on a commencé à essayer vaguement de mettre sur pied des programmes de prise en charge de ces jeunes dans un but, pour une fois, préventif, d'essayer de soigner le contexte social dans lequel ils évoluaient plutôt que de juste soigner les symptômes. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'à partir du mois d'août 1914, le problème Apache fut opportunément résolu par la Première Guerre mondiale, parce que ces jeunes-là étaient bien sûr parmi les premiers à se faire enrôler plus ou moins de force dans l'armée et envoyés au front. L'Apache n'est cependant pas mort pour autant. Il ressuscite périodiquement, sous une forme ou sous une autre. On peut l'appeler loupard, blouson noir, punk, racaille. Trouvez les noms. Il surgit à différentes époques sous différents noms, lorsque les planètes sociales sont alignées de manière propice. Je pense aussi, en regardant ces images, qu'on peut dire que ce phénomène social ne peut pas être attribué à une seule cause. Ça ne peut pas être attribué à la nationalité, ni à la culture, ni encore à, des facteurs physiques comme la couleur de la peau, mais à une multitude de facteurs socio-économiques. Et il n'y a pas de solution simple à une problématique aussi complexe. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais le temps nous est compté. Et puis maintenant, on va passer à la suite. Nous allons maintenant vous passer le premier de 4 petits clips vidéo qui seront projetés en intermède lors de cette matinée. Ils ont été produits par des jeunes ayant vécu ou côtoyé de près la rupture. Ces jeunes sont insérés dans la mesure Initio, lancée par l'Oseovo. L'Oseo, donc,
l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. Cette mesure a été lancée en 2011 et a été développée dans le cadre mis en place par le service de protection de la jeunesse en partenariat avec le tribunal des mineurs et l'office du tuteur général. Cette structure offre un cadre dynamique et spécialisé permettant à ses bénéficiaires de construire et réaliser un projet personnalisé d'insertion professionnelle durable dans le but d'intégrer soit un pré-apprentissage, soit un apprentissage ou un emploi ou toute autre mesure d'accompagnement adaptée à leur situation. Les 4 jeunes qui ont réalisé ces clips sont partis du mot-clé « violence ». C'était la thématique de la réalisation de ces clips qu'ils doivent réaliser, si j'ai bien compris, à fréquence plus ou moins hebdomadaire. Le responsable de ce projet est dans la salle, donc s'il y a des questions plus tard dans la matinée, il pourra vous répondre lui-même. Ces jeunes ont tenté de mettre en évidence ce que signifiait ce mot pour eux et comment eux le ressentaient. Donc c'est vraiment, je précise, leur ressenti. Ils ont été encadrés par des animateurs pour les aspects purement techniques et c'est un élément important, ils ont été laissés totalement libres d'exprimer leurs ressentis. Et ce travail n'ayant pas un contexte scolaire, les animateurs ne sont pas repassés derrière, il a été ni revu, chaque clip n'a été ni revu ni modifié, que ce soit au niveau de l'orthographe ou du montage. Je précise aussi, c'est du brut de coffrage et il doit être pris comme tel. Je vous remercie de votre écoute et maintenant je laisse la place aux images. Le régime chinois a récemment licencié plusieurs journalistes parce que ceux-ci avaient traité de sujets qui ne respectaient pas l'intérêt du Parti communiste. Contre Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais qui ici met 128 personnes à la porte. Rose, une jeune femme d'origine africaine, voit son CV être directement rejeté par un employeur. La même jeune femme, relookée à l'occidental et renommée à la belge, a plus de chance avec le même CV. L'employeur retient la candidature. Donc c'était le premier clip des 4 clips que nous allons visionner tout au long de cette matinée. Et nous, grâce à Monsieur Smith, nous avons voyagé dans le temps, dans le passé. Nous allons passer maintenant au présent. Et je vais demander aux intervenants de la première table ronde de me rejoindre pendant que je vous les présente. Nous aurons des intervenants qui sont venus de 3 cantons différents, le Jura, Neuchâtel et Fribourg. Nous avons Monsieur Serge Bregnard qui vient de Neuchâtel, qui lui a travaillé dans le milieu carcéral. Dès 1977, il a travaillé auprès d'adolescents en très grande difficulté, des toxicomanes. Et après, dès 1992, il a créé avec un collègue un projet de prévention pour les préadolescents nommé l'Appart, dont il nous parlera très certainement. Il a également, ce projet a fait des petits dans toute la Suisse. Il y a 16 projets de ce type qui sont nés en Suisse. Monsieur Bregnard est également écrivain et depuis 14 ans, il exerce la fonction de superviseur au niveau de groupes d'enseignants, de travailleurs sociaux hors murs, d'équipes éducatives en internat, d'étudiants et de journées de formation. Monsieur Guénian est venu du canton du Jura. Monsieur Guénian est aussi une personnalité qu'on voit très souvent dans les médias, qu'on connaît bien, qui partage très souvent son expérience en police judiciaire. Il était également au comité de direction de la police neuchâteloise. Depuis 2011, il est commandant de la police cantonale jurassienne. Il est membre de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse, membre de la Commission fédérale des questions liées aux drogues, membre du groupe d'experts formation dépendance, président du groupe suisse des spécialistes en matière de recherche des causes incendies, et il a écrit plusieurs livres, un sur la lutte contre le trafic de produits stupéfiants et un autre sur la délinquance des jeunes.
Monsieur Lachat est lui venu du canton de Fribourg. Il représente l'aspect justice de cette première table ronde. Il a été président dès 1984 du tribunal des mineurs du canton de Fribourg. Il est membre fondateur et vice-président de l'Institut international des droits de l'enfant. Il est expert en droit des mineurs et il est également président de l'association latine des juges des mineurs en Suisse francophone. Voilà, messieurs, nous allons donc plonger dans le présent lors de cette première table ronde avec vos expériences. Quelques petites règles. Nous avons décidé avec les intervenants que si vous vouliez intervenir pendant le débat, pendant la table ronde, vous êtes les bienvenus. Avec, comme vous l'a rappelé Madame Pellet, merci de vous présenter, de dire à qui vous adressez votre question. Mais c'est avec grand plaisir que les intervenants répondront aux questions spontanées et peut-être comme ça donnera aussi beaucoup de vie à cette table ronde. Avant de la débuter, je vous rappelle peut-être aussi pourquoi on est là, pourquoi Montreux organise des états généraux de la cohésion sociale. Vous rappelez sans doute que cet été, à la fin du festival de jazz, Montreux est devenu à la une des quotidiens, à la une des journaux, pas uniquement parce que le festival de jazz se terminait, mais parce qu'il y a une scène qui a réuni environ 300 personnes, émeutes, il y a eu des blessés, il y a eu des interpellations. Est-ce que ces scènes de violence-là, ça sera peut-être ma première question à nos intervenants, est-ce que ces scènes de violence qui arrivent jusque sur la place publique sont la pointe de l'iceberg ou est-ce que c'est des événements vraiment très particuliers qui arrivent de temps en temps? Quelle est votre radiographie de la violence aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est tous les jours? Est-ce que c'est partout? Ou est-ce qu'il y a des pics comme ça de violence qui sont dus à des situations? Alors évidemment, ce genre de violences ont déjà été rencontrées ailleurs. Elles sont extrêmement brutales et extrêmement visibles quand elles surviennent dans les conditions que vous avez vécues ici à Montreux. Puis évidemment, elles nous plongent dans une incompréhension et elles génèrent aussi une forme d'angoisse, enfin des interrogations auxquelles il faut répondre. Et vous avez raison de le mettre sur la place publique. Maintenant, le risque avec ce genre d'événements extrêmement choquants, c'est de tirer la diagonale en prétendant que tout est fait de cela et de ne plus voir finalement que la violence, qu'un aspect finalement des jeunes qui n'est pas emblématique du reste. Par contre, il faut s'en préoccuper, bien entendu. Et là, il faut apporter des réponses. Alors souvent, face à ces peurs, on veut plus de policiers. On part dans le tout sécuritaire, en se donnant l'illusion que là, on va résoudre un problème. En fait, après 20 ans de police, je peux vous prétendre qu'on ne va rien résoudre. Tout doit être une approche pluridisciplinaire, vraisemblablement dans un moyen terme. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de recette immédiate où on actionne un levier et puis on va obtenir des résultats. Donc il faut vraiment avoir une réflexion aussi large que possible. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir la mener dans le canton de Neuchâtel. On est allé jusqu'au Grand Conseil avec 19 mesures proposées aux parlementaires. Mais le problème, c'est qu'il y en avait pour 20 millions de francs. Et là, on a eu tout un débat, évidemment. Le Parlement a choisi 13 mesures, il les a mises en application. Il en reste plus que 2 encore aujourd'hui en application, malheureusement. Et la raison de l'efficacité ou de l'inefficacité, c'était l'argent. Et le nerf de la guerre, c'était l'argent. C'était plus les jeunes. On portait plus le regard sur les mesures préventives, curatives et répressives. On a choisi simplement les 13 mesures les moins chères. Et puis finalement, on a dû réfléchir par la suite sur la manière d'envisager les choses. Et on a remarqué qu'on avait fait une erreur. On n'avait simplement pas... on avait travaillé sur nos propres représentations et on avait oublié de se dire mais qui sont les jeunes? Quels sont les problèmes? Et c'est vrai que si vous voulez mener une réflexion ici, je peux vous dire commencez par faire une photographie, une radiographie des jeunes, questionnez-les, essayez de savoir quelles sont leurs préoccupations, quels sont les délits qu'ils commettent, leur victimisation, leurs relations aux médias, etc. Faites cette photographie, leur consommation d'alcool bien entendu, et ensuite vous verrez que finalement les choses ne vont pas si mal que ça. Elles ne sont pas très différentes de sondages qui ont été réalisés avant, mais les vrais problèmes émergent. Et à partir de là, il faut les approcher de manière pluridisciplinaire. Qui sont les jeunes, Monsieur Lachat? Qui sont les jeunes qui arrivent devant vous? Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je peux rejoindre ce que vient de dire le policier, mais j'aimerais quand même dire que cette violence existe. Sinon, je ne sais pas ce qu'on fait là ce matin. Donc, elle existe, mais elle existe depuis tout le temps. Alors, je ne veux pas remonter à Hésiode ou Socrate, mais simplement vous dire qu'il y a une trentaine d'années,
j'ai pris la présidence du tribunal des mineurs du canton de Fribourg, eh bien, en gros, les grosses affaires qui ont été très médiatisées, ça c'est aussi important de le relever, les journalistes peuvent amplifier la violence ou l'amoindrir. Eh bien, en 88, déjà, il y avait 2 gamins de 12 et 13 ans qui ont tué un vieillard à coups de couteau à Arc-en-Ciel. En 89, la fameuse place du Petit Paradis à Fribourg, où un jeune a frappé d'un coup de poing un Kurde qui est décédé. À Gain, en 92, un étudiant de 16 ans a tué à mort une clocharde avec 16 coups de couteau. En 95, un fils tuait son père à Villaria. Puis en 2003, on a eu 2 homicides à Vaudrance et à la gare de Fribourg. Et ça, c'est peut-être important parce que c'est lorsque le sang coule, alors excusez-moi les politiciens, mais c'est un peu là, à ce moment-là, que les politiques s'emparent, parce qu'évidemment, tout le monde parle de ça. Et c'est heureux pour la justice, si on veut faire avancer les choses, qu'il y ait des drames, de sang. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que le canton de Fribourg a pris des mesures, a constitué 2 commissions qui ont apporté des mesures extrêmement positives et rapides, dont je vous parlerai certainement par la suite. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. La violence existe, elle est présente, on l'amplifie souvent, mais il faut s'en préoccuper. Et je pense terminer en disant que si on fait souvent les grands titres, c'est souvent avec des jeunes récidivistes, c'est des jeunes qui sont mal dans leur peau, qui sont en rupture, mais ces jeunes-là, c'est pas 30, c'est peut-être 20 personnes par région et rien de plus. Monsieur Bregnard, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, les jeunes, la violence est la même qu'avant et les jeunes sont restreints, le nombre de violences est restreint? Alors, tout d'abord, je salue l'Assemblée. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je travaille depuis 1974 dans les milieux éducatifs. Je crois que la violence a toujours existé, par contre, elle a changé de forme, de visage. Je crois que les réponses ont énormément changé, et tant mieux. Si je suis ici, c'est un petit peu pour témoigner justement de ces 2 époques qui, à mon avis, ont démarré dans les années 70-80, ce qui concerne le socio-éducatif, et qui, aux années drogue, et ça, il faut se rappeler que les années drogue, dans les années 80, à Lausanne notamment, étaient un problème de santé publique, puisque je suivais dans un centre spécialisé 10 adolescents dépendants à l'héroïne. C'est une chose, et là, il faut aussi le souligner. On n'a plus ce type de problématique aujourd'hui. On n'a plus de jeunes dépendants à l'héroïne. Alors vraiment, c'est des cas extrêmement rares. Et puis, ces jeunes étaient ingérables dans les institutions traditionnelles, ce qui a amené, au fond, à réfléchir à d'autres modèles. Et c'est dans la fin des années 80 que j'étais, avec plusieurs collègues initiateurs, au fond, de prévention, de systèmes de prévention au niveau des écoles, parce qu'il est vrai que le constat institutionnel, il faut bien le dire, avec un certain nombre de jeunes, c'était un petit peu de les garder, de les suivre, mais c'était quand même difficile de les réintégrer. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'inventivité sur le plan national des structures du travail hors mur, des structures de prévention, du travail avec les familles. Et je crois qu'aujourd'hui, la société va dans le bon sens, puisque tous les jeunes, au fond, peuvent trouver des réponses. Après, il y a toujours un noyau de jeunes qui, dans une certaine période de l'existence, ne demandent rien, si ce n'est peut-être qu'on leur fiche la paix. Mais pour la majorité, je crois que les réponses existent, il suffit de les créer, mais il faut aussi les doter en moyens. Donc la question, pour moi, de fond, c'est de savoir si aujourd'hui on prend une option peut-être plus d'augmenter les caméras dans les lieux chauds ou au contraire, en force humaine, de développer des moyens, donc de mettre des moyens financiers. Personnellement, je serais peut-être un bout des deux, parce que c'est vrai aussi que dans certains endroits, peut-être qu'une caméra pourrait être dissuasive, mais je crois fondamentalement d'abord et surtout à l'intervention humaine, pluridisciplinaire, et les modèles existent, et je crois qu'on est plutôt dans un pays qui est vraiment en avant-garde en Europe.
Donc, tous les trois, vous insistez sur la pluridisciplinarité. Est-ce que cette pluridisciplinarité, elle se vérifie aussi au quotidien lorsque vous avez des solutions à trouver? Est-ce que maintenant, les différents milieux que vous représentez, avec le milieu politique, se réunissent pour prendre ces décisions? Est-ce que c'est aussi le secret pour arriver à combattre cette violence en étant tous ensemble? Est-ce que ça marche vraiment comme ça sur le terrain? Alors, je ne sais pas si je peux répondre. En tout cas, dans mon domaine, oui. Lausanne, vous m'avez décrit comme Neuchâtelois, mais je ne représente pas le canton de Neuchâtel ici. J'y suis né, mais je suis devenu vaudois. Donc, je travaille à Lausanne depuis 35 ans. À Lausanne, par exemple, et ça, c'est pour moi un excellent exemple, au niveau prévention, dans les écoles, où il y a des problèmes vraiment marqués, les directions des établissements ont créé depuis maintenant 20 ans des réseaux pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'à partir de peut-être d'une observation d'un enseignant, à partir d'une observation d'une infirmière scolaire ou d'un directeur, un réseau fait des professionnels de l'école et d'invités extérieurs comme des éducateurs réfléchissent en termes de prévention et de solutions à des élèves qui sont déjà à risque. Et je crois que c'est un des moyens vraiment qui permet le dépistage, qui permet d'aller voir, qui permet au fond de déjà faire un certain travail. N'oublions pas que la plupart des jeunes en rupture, qui ont 18, 19 ou 20 ans, ont souvent passé à travers ces mailles-là. Certains sont venus aussi peut-être pour des questions privées ou de guerre directement à 16 ou 17 ans en Suisse, donc ils ont peut-être échappé à ce filtre-là. Mais je crois qu'il faut mettre en place ces filtres. Je crois que l'école demeure un outil essentiel pour la suite. Il faut impérativement qu'il y ait discussion, observation de ces élèves et non-jugement entre les services sociaux et les écoles. Il y a parfois des difficultés, c'est parfois des mondes qui s'opposent, des mondes qui ne communiquent pas, mais je crois que là, il y a vraiment un terreau à utiliser, il y a vraiment là à développer des collaborations. Monsieur Guénia, vous avez une expérience concrète dans les écoles? Oui, mais alors il n'y a pas que l'école, mais c'est un endroit terriblement important, bien entendu. Il y a aussi l'environnement public, qui a un enjeu très très important, puisque c'est là que vont se commettre la plupart des délits. Alors, l'articulation pluridisciplinaire est très très difficile à mettre en œuvre, parce qu'elle est nouvelle, mais vraisemblablement aussi parce qu'elle débouche sur des solutions qui coûtent extrêmement cher. Et là, nos institutions politiques, j'en suis convaincu aujourd'hui, ne sont pas calées sur les réalités des mises en œuvre de ces processus ou des décisions ou des mesures qui vont être prises. Au niveau politique, on travaille sur un plan électoral de 4 ans ou de 5 ans, et les projets doivent être pérennisés pour qu'ils aient un effet dans la réalité sur plus de 15 ans. Et vraisemblablement, on n'est pas projectif à ce niveau-là. Et ça, c'est un grand problème. Alors maintenant, si vous voulez un programme électoral, finalement, qui peut donner une réponse à la violence et à la délinquance des jeunes, il se trouve vraisemblablement dans la criminologie, qui a identifié 192 variables qui expliquent le passage à l'acte. Heureusement, sur ces 190 variables, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont véritablement un poids, qui sont véritablement inscrits dans une dynamique de passage à l'acte, donc de transgression, bien entendu. C'est qui je suis, donc c'est avant tout travailler sur des hommes, sexe masculin de 15-16 ans. C'est quels sont mes appuis, donc les familles en particulier, donc il faut investir dans les familles qui sont en difficulté. Vous voyez, c'est déjà un programme qui est suicidaire sur un plan politique. Et puis surtout, il faut créer de l'avenir socio-professionnel et puis scolaire. Bien évidemment, les individus les plus dangereux sont ceux qui sont incapables, et c'est ceux qui nous posent un problème, une petite minorité extrêmement visible, extrêmement active, et qui peut être très violente, est composée essentiellement d'individus qui ne sont pas projectifs. Donc ils ne voient pas d'avenir socioprofessionnels et sont souvent en échec scolaire. Alors on dit en rupture, mais là, il faut investir massivement pour cela. Et encore une fois, sur un plan politique, c'est presque suicidaire que d'aller présenter ce genre de mesures-là. Et la quatrième variable, c'est quel est mon environnement, donc où je vis. Et si je vis dans un quartier qui est dit défavorisé, où il n'y a plus de diversité sociale, où il y a une forte concentration de population, une forte densité de population, bien évidemment, là aussi, je développe une identité de quartier. On le voit très bien avec les banlieues, on le voit aussi apparaître avec des identités de bandes qui se référencient à leur quartier ou à leur village ou autre. Et cela,
Lorsqu'ils embrassent plusieurs de ces caractéristiques, ben évidemment, c'est leur fiche identitaire véritable sur un plan de la délinquance. Et on peut travailler là-dessus, mais évidemment, vous voyez très bien qu'on articule plusieurs bras de levier avec plusieurs instances ou plusieurs partenaires, et puis il faut les financer. C'est extrêmement cher d'investir sur l'avenir socio-professionnel et scolaire. Et actuellement, c'est beaucoup plus simple de travailler sur les peurs, et c'est systématique, et je le constate d'année en année. On agit sur les peurs sur un plan politique, et on agit sur le sécuritaire avant de se préoccuper des vrais problèmes. Et vous savez, il y a une densité de policiers de 1 pour 400 à peu près, ou 1 pour 500 selon les régions. Et les travailleurs sociaux hors mur, donc les éducateurs de rue, qui font un travail extraordinaire, puisque j'ai pu les implanter à la Chaux-de-Fonds, ou contribuer à les implanter et à évaluer leur travail depuis, sur une période de 12 ans. Donc je vous assure que c'est extrêmement rémunérateur sur le plan des résultats. Et pourtant, il y en a 1 pour 20 ou 30 000 dans le ratio. Et un éducateur, imaginez, voit à peu près 600 à 800 jeunes s'occupent et identifiés par 600 à 800 jeunes en une année. C'est juste extraordinaire comme ratio. Et ils obtiennent des résultats parce que, justement, ils occupent le terrain de ceux qui sont définis comme étant en rupture. Donc ils ne les laissent pas poursuivre dans leur dérive. Ça, c'est une piste, l'éducateur de rue. C'est une des pistes, il y en a plusieurs. Il faut travailler. Alors, je vais quand même passer la parole à Michel Lachat. Mais on va revenir sur d'autres pistes, évidemment. Il y en a plusieurs qu'il faut mettre en articulation pour obtenir des résultats. La pluridisciplinarité. Juste peut-être, si vous permettez, une possibilité moins coûteuse. Quand on parle d'interdisciplinarité, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle en droit des mineurs, mais ce n'est pas seulement avec les écoles, etc. Il faut déjà commencer par communiquer et collaborer entre policiers, entre juges, entre directeurs d'institutions, directeurs d'écoles. Et c'est d'ailleurs la 6e mesure qu'avait prise cette commission cantonale après les 2 meurtres de 2003 à Fribourg, 6e mesure qui était de développer la communication et la collaboration entre les divers services. Ça ne coûte pas cher, il faut simplement s'organiser. On essaye, il y a des cours maintenant pour les magistrats, les jeunes magistrats, les policiers, les assistants sociaux, les avocats aussi. C'est là qu'il y avait un manque avant de communication. Aujourd'hui, on essaye cette interdisciplinarité qui, à mon avis, ne coûte pas cher, si ce n'est surtout s'ouvrir à l'autre. Mais le dialogue, il existe vraiment, ou qui doit le susciter, ce dialogue? Parce que si chacun attend que l'autre suscite le dialogue, qui devrait être le grand coordinateur de ce dialogue entre les différentes branches? Écoutez, il existe maintenant, mais c'est un début. On est au début de cette interdisciplinarité. Le juge doit s'ouvrir déjà. La première chose, le juge était toujours dans sa tour d'ivoire avant. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas aborder. Il rendait sa décision, il était sûr de son bon droit. Aujourd'hui, on se pose certaines questions. Vous voyez d'ailleurs les émissions de Zone d'ombre, comme elles mettent la justice dans ses petits souliers. Eh bien, il faut que le juge se rende compte que lui tout seul, il ne détient pas la vérité. Il a besoin des autres. Les policiers aussi doivent faire l'effort d'aller chez le juge. Les policiers aussi, ils ont une grande force. Le policier, c'est la première autorité qui rencontre le jeune. Ou, si vous voulez le contraire, le jeune, la première autorité à part les enseignants, donc avant les parents, autorité qui est en costume, qui représente la loi, c'est le policier. Vous voyez l'importance de la prise de contact, la première prise de contact entre l'enfant et le policier. Ça peut passer ou ça casse. Et puis le policier peut aussi s'appuyer sur le juge. Et puis les avocats aussi qui viennent défendre maintenant systématiquement les jeunes, puisque la loi le prévoit. Ces avocats aussi doivent être spécialisés. On ne peut pas défendre un jeune comme on défend un multirécidiviste de 52 ans, c'est pas possible. Ensuite, avec les directeurs. Donc ça se fait. Qui fait? Je pense, je vous ai dit en premier, le juge doit s'ouvrir, il le fait, parce que maintenant on a de jeunes juges qui sont un peu plus ouverts. On a essayé d'ouvrir aussi les brèches parce que ça a été difficile. Cette justice qui est toujours à huis clos où on cache tout, ça fait aussi ça donne un effet négatif. Il faut montrer ce que l'on fait. Il faut dire aux gens qu'elle agit. La population pense que la justice des mineurs est une justice mineure. Ça a été très longtemps le cas. Une justice qui n'accorde qui ne sanctionne pas, mais qui simplement réprimande le jeune. Ce n'est pas vrai du tout.
C'est au contraire une justice qui agit, mais agit plutôt dans la mesure, je pense que ça on peut en parler tout à l'heure. Donc ouverture, mais de tout le monde. Alors il faut peut-être qu'on lance ces débats, qu'on le dise, et puis ça va venir. Ouais, pour le moment, c'est encore un vœu pieux, ces débats. Ou est-ce que vous avez des expériences concrètes? Non, alors moi je vous dirais quand même qu'il y a un Institut international des droits de l'enfant basé à Sion qui donne un cours, maintenant depuis déjà 3 ans, c'est la 2e volée. Participent à ce cours des magistrats, des avocats, des policiers, des directeurs d'institutions. Donc ça existe, hein. Mais évidemment, il faut aussi avoir du temps pour faire ça. Alors le temps, j'allais Monsieur rebondir Gagna, oui. pour répondre à votre question. Comment faire en sorte que les partenaires travaillent ensemble? Il faut institutionnaliser. Sur un plan gouvernemental ou exécutif, il faut institutionnaliser. Mais institutionnaliser, c'est aussi veiller à ce que ceux-là se rencontrent et aient les moyens de se rencontrer. Donc déjà, il y a le temps, mais il y a aussi le financement de cela. Donc se donner les moyens de travailler ensemble, c'est déjà la première étape qu'il faut franchir. Et puis, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire le meilleur diagnostic pour éviter qu'il soit unilatéral, qu'il soit toujours dans une seule vision. Donc avec des partenaires multiples, évidemment, on développe plusieurs visions et ensuite on est beaucoup plus inventif et puis beaucoup plus calé sur les réalités par rapport aux prises de décision, aux propositions qui peuvent être faites de nouveau à l'exécutif, pour que l'exécutif puisse aller devant le législatif pour pouvoir mettre en œuvre ces moyens. Donc vous voyez que le processus politique, il est extrêmement important là derrière. Mais la première chose, c'est que le processus politique reconnaisse la légitimité de ce travail. Et en l'institutionnalisant, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais je pense que c'est la première étape vers laquelle il faut mettre le fondement, le socle. Avant de vouloir construire des statues, il faut quand même qu'elles tiennent debout. Monsieur Brenière, vous avez aussi ce sentiment de briser les tours d'ivoire? Mais tout à fait. Encore une fois aussi, en raison d'une chose simple, c'est que la loi de protection des mineurs, si je parle des mineurs, dans le canton de Vaud, au fond, demande aux professionnels de signaler, beaucoup plus que dans les années passées. Ça implique que ces signalements ne se font pas de manière seule, c'est souvent des réseaux, et ce travail en réseau est extrêmement positif, à mon sens, puisqu'il permet un dialogue, il permet aussi une décision commune, et pour la plupart, ces réseaux sont interdisciplinaires. Encore une fois, autour d'une table, vous allez trouver un médecin, vous allez trouver un directeur d'école ou un éducateur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment devenu, c'est une culture un peu nouvelle du travail, mais je crois qu'elle est tout à fait positive. Je voulais juste, pour revenir un petit peu sur les mesures de prévention, puisqu'on est quand même aussi un peu dans ce domaine-là, dire que personnellement, mon souci principal en tant que travailleur social aujourd'hui, c'est vraiment le passage de l'école au monde professionnel. Je crois qu'il y a vraiment un double problème. Un problème de place, bien sûr, d'apprentissage, on le dit, ça aussi c'est très véhiculé, qui est réel, même si on sait que certains jeunes ne veulent plus faire un certain nombre de métiers. Mais surtout, pour moi, ce qui est très très fondamental, c'est le changement un peu identitaire aujourd'hui des adolescents. Lorsqu'un jeune passait de l'école au monde professionnel, ou aux études, il changeait de statut. Ce statut, qui devenait plus adulte, lui permettait au fond d'entrer dans la vie active. Il avait une salopette, il avait un nom, on le vous voyait, il avait un carnet, un compte en banque, etc. Aujourd'hui, on vit un peu un drame, c'est qu'on est dans une période des mesures. Une mesure n'est pas un métier. Pour les jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, de souffrant, que au fond, d'avoir cette scolarité parfois difficile à finir et qui débouche en plus sur une mesure qui va durer plusieurs années. Et de savoir que la moyenne nationale, je dis bien la moyenne nationale des jeunes en première année d'apprentissage est de plus de 18 ans, signifie bien qu'en termes de société, il y a un trou qui s'est opéré entre 15 et 18 ans, que ces jeunes-là sont vraiment à risque parce que souvent désoccupés ou mal orientés, et ils doivent refaire un certain nombre de formations, et là on a un réel problème. Un autre problème qui est quotidien, ces jeunes cherchent du travail. Moi, même les plus difficiles cherchent cette identité dont je parlais tout à l'heure. Même faire un stage, aujourd'hui, il faut faire une demande par écrit pour un stage d'une semaine. La plupart de ces jeunes ne reçoivent pas de réponse des milieux professionnels, même pas un accusé de réception. Ça, c'est une violence faite aux jeunes. Ça, je peux comprendre, et ils le disent, ils le verbalisent, qu'au fond, ils ont ce sentiment de ne pas être attendus à l'étape suivante, qui est par définition
La phase d'intégration, c'est celle de la voie professionnelle ou des études. Et là, on a un problème, et là, il faut remettre des moyens. Il y a des projets en Suisse, il y a un projet notamment que je connais du côté de Meyrin, où les communes jouent un rôle, ils offrent des stages, ils offrent des petits travaux aux écoliers de 15, 16 ou 17 ans sans ressources, parce que c'est quand même là que se développe, par l'ennui, par ces jeunes qui n'ont pas forcément d'avenir, que se développe tout de même un certain nombre de pathologies. Donc là, encore une fois, la politique a son rôle à jouer. Alors, le rôle des communes, pour moi, est essentiel. La commune connaît son bassin de population, connaît les besoins des jeunes. Ils sont justement identifiés par les travailleurs sociaux ou les policiers. Je crois que là, du reste, il y a une entente. L'entente aujourd'hui entre policiers et éducateurs n'a plus rien à voir avec les années 70 où c'était quasiment deux tranchées. Mais pour dire, là, il y a un effort à faire, même si c'est quelques heures par jour, même si c'est juste un dépannage, il faut que ces jeunes trouvent un bout d'occupation. L'ennui, c'est connu. L'ennui, cette manière de ne pas avoir de lendemain, est terriblement dépressif chez l'adolescent qui cherche son identité et qui, justement, a de la peine à la trouver. Et là, il y a un rôle, c'est concret, c'est offrir tout ce qu'on peut à ces jeunes qui prendront. Ils prendront comme une valorisation, comme une reconnaissance, et là, on se donne un certain nombre de chances. Avant de me tourner vers la salle, savoir s'il y a des questions, il y a aussi, on était sur l'école, sur la prévention à l'école. Est-ce qu'elle commence, enfin à quel stade elle commence? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer un petit peu plus tôt la prévention, même si le terreau n'est pas encore développé? Est-ce que je peux donner un cas pratique? C'était une autre mesure que Fribourg a pris, le canton de Fribourg. On a maintenant un enseignant, policier ou un policier enseignant. C'est un enseignant qui travaille à la brigade des mineurs depuis maintenant plus de 5 ans. Et il passe dans toutes les classes, systématiquement. Son rôle, c'est surtout de montrer les risques que le jeune encourt s'il viole la loi. Et les résultats sont assez positifs. Donc ça, c'est une nouveauté. Je crois qu'on était parmi les premiers à le faire à Fribourg, où cet enseignant, maintenant ils sont 2, parce qu'il y a des classes bilingues aussi chez nous, les classes allemandes. Et donc ces personnes vont dans les classes, ils font partie de la police, sans porter évidemment l'habit, et ils passent déjà, ils ont passé dans les classes secondaires et maintenant ils sont dans les classes primaires. Alors évidemment, ça c'est pour les politiciens, c'est quand même intéressant, mais d'un autre côté, ça coûte, c'est le prix d'une personne ou 2 personnes. Vous parlez des policiers qui descendent dans l'arène scolaire, est-ce que les juges pourraient aussi le faire? Est-ce que ça serait ils le aussi font, une les solution? juges. Ils le font aussi? Écoutez, on n'a bientôt plus le temps de juger, parce qu'on est toujours appelé pour justement pour faire un peu de prévention, etc. Je peux vous dire, chaque personne, chaque école qui m'appelle pour aller donner, faire une petite leçon, évidemment, je ne peux pas aller dans toutes les classes, mais je l'ai fait des centaines de fois. Puis comment faire que ces descentes dans les classes ne soient pas que des conférences, mais que ça porte ses fruits? Mais je pense qu'avec cet éducateur, cet enseignant, disons, il faut l'appeler l'enseignant, là, je crois que c'est assez concret. Les jeunes participent, hein, ils sont actifs. Non, c'est pas seulement des écoutes. Quand je vais parler avec eux, moi je fais des jeux de rôle, etc. Ils participent. Je fais chaque année, par exemple, passeport vacances dans une salle tribunal. On en fait 2 par jour. Ça fait 40 jeunes qui participent, qui jugent. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. Ils sont plus sévères que nous. À quel stade est-ce qu'on doit commencer cette prévention, Monsieur Guénier? Sur la prévention, il y a des travaux extraordinaires qui ont été réalisés par le professeur Manuel Eisner de l'Université de Zurich, parce qu'il a recensé tous les programmes de prévention dont on sait qu'ils fonctionnent. Parce que 95% des programmes de prévention, malheureusement, ne portent aucun résultat. Donc il faut déjà apprendre à se concentrer sur ce qui fonctionne. Et là, il y a des études maintenant longitudinales sur des programmes de prévention qui existent depuis une vingtaine d'années. Donc, il nous permet de mesurer des groupes de personnes qui ont suivi le module de prévention en les comparant dans leur parcours de vie sur 20 ans à des personnes qui n'ont pas suivi le module de prévention. Alors, typiquement, c'est le travail avec les enfants de 5 à 7 ans. Les mettre systématiquement devant des situations de frustration où ils vont vraisemblablement mettre en œuvre d'abord la colère ou une forme de violence, hein, une forte réactivité par rapport à la frustration, et apprendre à ceux-là à jouer avec 10, 12, peut-être une quinzaine d'autres outils leur permettant de gérer leur frustration.
Alors là, c'est scientifique. On sait aujourd'hui que ceux-là vont garder beaucoup d'autres outils, mais même si c'est 4 ou 5, ils vont les garder toute leur vie, plutôt que de mettre en œuvre la violence ou une forte réactivité devant une situation de frustration. C'est un investissement qui est payant. Autre exemple, c'est de travailler avec les parents. Les parents ont besoin actuellement, parce que la famille a énormément changé à travers le temps, en tout cas dans ces 40 dernières années, donc de travailler avec les parents et de leur proposer d'augmenter leurs compétences parentales sur différents thèmes. Alors c'est quelque chose que j'ai contribué à mettre en œuvre, un projet pilote à Neuchâtel, mais aujourd'hui on a énormément de mal, on recherche de l'argent auprès du Lions et du Rotary pour pouvoir le pérenniser. C'est quand même triste. Autre exemple, c'est de dire pour l'enseignant, il est régulièrement confronté à un élève ou 2 élèves sur 20 dans sa classe ou sur 25 qui lui pourrissent la vie. Toute son attention, c'est une détection précoce finalement de cas dont il faut s'occuper. Alors on s'était inspiré de certains moyens qui existaient, notamment il y en a un qui existait à la Chaux-de-Fonds, mais pas dans les autres communes, c'était la structure Oasis, la possibilité pour l'enseignant de signaler ce cas qui lui pourrit la vie, puis qui l'empêche de s'occuper des autres élèves, et puis toute une classe finalement de pouvoir se développer normalement. Donc on pouvait l'extraire de cette classe et puis le confier dans une mini-structure avec un enseignant qui a suivi un cursus d'éducateur, mais qui va travailler pas un enseignant pour 20 élèves ou 25 élèves, mais un enseignant pour 3 ou 4 élèves. Donc vous voyez déjà le coût, il faut investir sur ceux qui nous pourrissent la vie. C'est quelque chose qui ne va pas forcément dans un sens qui est très enthousiasmant d'habitude. Et on n'a jamais réussi à mettre ces structures dans les autres régions, à part à la Chaux-de-Fonds qui a continué à se financer cette structure-là. Mais elle est extrêmement bénéfique. Ma femme est enseignante, elle a pu le vérifier. Quand cet enfant revient après 8 semaines ou 10 semaines ou peut-être plus dans sa classe, c'est la dynamique de classe qui a changé. Il ne peut plus être le monstre qu'il était parce que les autres ne lui laissent plus cette place-là. Et je vous assure qu'il y a des résultats qui sont absolument prodigieux par rapport à ce qui est observé et la manière dont ces enfants se sont réadaptés, finalement, réacclimatés ou conformés à un certain nombre de règles. Mais ce qui est important, c'est ce contrôle social, finalement, de la classe dynamique d'encadrement où les élèves n'acceptent plus qu'il soit le tyran qu'il a été auparavant. Mais c'est extrêmement cher, encore une fois. La mesure qu'a pris Neuchâtel, elle est navrante. Elle a augmenté le nombre d'élèves par classe en diminuant le nombre de profs, finalement. Donc on est en train de créer une machine à créer des délinquants et des problèmes. Et effectivement, vous voyez la dimension politique, finalement, ou de politique liée à cette problématique particulière. Et donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut oser investir. Il faut investir massivement dans le scolaire. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le socio-professionnel et dans le scolaire. Massivement, je le dis et je le répète, et c'est une des convictions de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse qui s'est entourée des meilleurs spécialistes dans le domaine, alors de manière pluridisciplinaire, et c'est la seule conclusion. Si on veut avoir des effets, mais à moyen terme, sur la délinquance et faire encore diminuer la violence, parce qu'il faut encore que vous soyez convaincus que la violence n'a pas explosé, mais ça c'est encore un autre problème. Mais si on veut encore la faire diminuer et continuer dans cette direction-là, il faut investir massivement dans le socio-professionnel et le scolaire. C'est la première mesure. Ensuite, on s'occupera du reste. Les parents, la famille, elle est plus difficile à aborder, elle vient peut-être en deuxième. Et puis éviter, avec l'urbanisme évidemment, de créer ou les développements des villes, de créer des situations dont on sait qu'elles vont être aussi des machines à exclusion. Et là, alors c'est encore plus difficile par rapport aux espaces qu'on a à disposition et à l'augmentation de la population. Évidemment, on est dans un sujet un peu antagoniste, mais il faut quand même le mettre sur la table pour savoir ce que l'on fait et ce que l'on produit. De la diversité sociale dans tous les quartiers. Et ça, c'est une priorité il ne faut jamais se défaire de cette priorité-là. Investir dans le scolaire, investir dans le dialogue pluridisciplinaire, investir dans la formation, investir dans la communication, ce sont des mesures qui doivent intervenir avant l'investissement, parce que souvent on dit il s'agit de mettre plus de policiers sur le terrain. C'est parce que c'est facile. Si j'étais élu par le peuple comme commandant de police ou comme ancien chef de la PJ, je ne tiendrais pas ce discours. Je dirais, mais donnez-moi du policier, la violence explose, votre sécurité n'est plus assurée, c'est dangereux de traverser les rues de Neuchâtel.
et puis vous me donneriez les budgets, et puis je les obtiendrai, et je serai réélu. Si je tiens un discours sécuritaire, j'y arriverai. Mais je ne m'occuperai absolument pas des vraies variables qui vont, elles, produire des effets. Augmenter le policier, oui, vraisemblablement, parce mais c'est un tout autre débat, parce qu'il y a des besoins sécuritaires auxquels il faut répondre, ou des nouveaux besoins sécuritaires auxquels il faut répondre. Mais celui-là, spécifiquement des mineurs, est particulier et répond à des logiques qui sont complètement différentes que celles liées au travail de la police. Mais la police est un partenaire essentiel, hein, finalement, de la prise en charge de cette problématique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de policiers dans ce débat. Dans le pluridisciplinaire, le policier a sa chaise, bien évidemment. Mais souvent, on entend comme solution... Mais oui, parce qu'on est dans l'espace public, et on se donne l'illusion que l'espace public est régulé par la police seule. Et c'est faux. Quand on a des problèmes avec ces jeunes qui sont en rupture, on remarque systématiquement qu'ils travaillent, enfin qu'ils vivent en bande. Et quand ils n'ont pas d'avenir socio-professionnel identifié, la violence devient un moyen pour eux d'exister, d'être les plus forts, de ne pas être des losers, puisqu'ils sont en échec scolaire et en échec socio-professionnel. Et la violence, elle s'exprime dans le présent. Ces jeunes-là ne sont pas projectifs, ils sont incapables de se projeter dans l'avenir. Et pour pouvoir exercer leur violence, ils définissent un terrain, toujours. Ce terrain, il a une condition essentielle pour imposer leurs lois et leurs règles qui sont violentes. Et dans ce terrain-là, ils doivent être toujours les plus forts. Alors quand vous envoyez la police dans ce terrain-là, évidemment, c'est la première confrontation. Donc on aura des violences, on aura des situations de violence, d'autant plus que ces jeunes-là n'ont aucun respect pour l'autorité. Donc parce qu'on n'a plus travaillé sur ces variables, hein. Ça c'est les psychopathologues qui l'ont identifié. Il y a une chute du respect de l'autorité dans cette société, mais pas que chez les jeunes, hein, chez les adultes aussi. Dans le discours de certains politiciens, on l'a vu aussi. Hein. Même non-conseillers fédéraux se sont traités de noms d'oiseaux, des choses qui n'existaient pas ou qui étaient très très rares auparavant. Enfin bref, là on crée un terrain propice à créer de la violence et à créer des problématiques et une dynamique qui n'est pas dans la résolution de problèmes. Envoyer des éducateurs de rue, c'est un travail qui a un sens évident, bien plus productif que celui du tout sécuritaire dans cet espace. Mais la police doit être un partenaire, bien entendu, par rapport à cette problématique. Vous voyez que les choses sont quand même complexes. Monsieur Lachet, après, Monsieur Brugnac, qui souhaitait aussi réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en ce qui concerne la prévention. Il faut la faire d'ailleurs très très vite déjà à l'école préscolaire, n'est-ce pas, puisqu'on sait que déjà bac à sable, on reconnaît déjà certaines violences chez les enfants. J'apporterai peut-être une petite nuance en ce qui concerne la présence de la police, des éducateurs. Alors évidemment, avant, si on arrive à enrayer toute cette violence, il ne faut plus de policiers, on n'en aura plus besoin. Si on arrive à éduquer les gens, si on arrive dans une société humanisée, ça serait formidable, c'est un rêve. Et ce rêve, il ne va pas se réaliser puisqu'on sait que l'homme est violent dès la naissance. Il a de l'agressivité. D'ailleurs, si vous prenez dans les domaines du sport, on n'arrête pas de dire « soyez plus agressifs ». Donc évidemment, ils sont assez violents sur les patinoires et sur les terrains de foot. Ça, c'est normal, c'est une saine agressivité. Mais des jeunes qui vont perdre pied, il y en aura toujours, ça a toujours été, etc. La vie est ainsi faite, il y a des gens qui dominent, d'autres qui sont dominés. Et pour ces gens qui sont dominés, qui ne trouvent pas leur place, il faut les aider. Et là, moi, je pense quand même qu'on en arrive avec pas forcément plus de présence de police, mais une présence différente. Il ne faut plus laisser les policiers à remplir des papiers pendant des jours et des jours, mais il faut les envoyer à la gare. Il faut qu'on les voie. Ça a des effets. La police proximité, elle a des effets bénéfiques. En tout cas, dans le canton de Fribourg, on a constaté une très nette diminution. Mais malheureusement, beaucoup trop de policiers passent leur temps à remplir des rapports qui ne servent, malheureusement, je dois le dire, mais à pas grand-chose parce que ça prend trop de temps et c'est inefficace. Les éducateurs de rue, on va certainement parler, puis c'est quand même un peu le thème de cette matinée, les éducateurs de rue aussi doivent être là, mais il y a encore tout un tas d'autres possibilités d'aider les jeunes. Alors moi, je suis celui qui voit les délinquants, n'est-ce pas ? Et comme je suis celui qui voit les délinquants, je tiens à vous dire que les jeunes de Suisse, les jeunes de la Riviera vaudoise sont de très bons jeunes. Vous savez, quand vous regardez les statistiques, 15 000 jugements, qu'il y a guère d'évolution depuis 10 ans. Il y a eu une grosse évolution entre 1989 et 2000, mais depuis 2000-2006, ça a augmenté 2006 à aujourd'hui.
ça n'a pas tellement augmenté. Alors les statistiques, on fait ce qu'on veut. Effectivement, on emploie toujours les statistiques qu'on peut manipuler, c'est ce que disait le général de Gaulle. Mais elles sont quand même là pour expliciter qu'il n'y a pas beaucoup plus pas beaucoup plus de délinquance, mais cette délinquance, elle est maîtrisée aussi parce que on a des policiers qui sont dans la rue, parce qu'aussi on a des éducateurs, des assistants sociaux, on a d'autres choses. Moi, je sais qu'il y a des gens là qui vont vous parler peut-être des rencontres en bibliothèque, etc. Donc, chez moi, ces jeunes qui vont mal, on leur retrouve beaucoup on essaye, disons. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est aussi agréable dans notre métier, c'est de créer. On peut créer, trouver des tas de solutions. Et pour ces gens-là, alors, et je tiens quand même à répéter que ce que M. Guénia disait tout à l'heure est tout à fait vrai dans la prévention dans les écoles, mais là, ceux qui viennent chez nous, je pense qu'il faut quand même les entourer différemment. On ne peut pas seulement discuter avec eux puis croire que la violence va partir. Les entourer différemment, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire justement les prendre en charge. Ben, moi, je dis d'abord peut-être une présence policière. Moi, je suis favorable. Mais peut-être pas forcément les policiers, les Robocop qu'on voit, vous savez, casqués, boucliers. Non, mais des policiers qui arrivent en uniforme. Et puis des policiers qui ont une excellente formation, il faut le dire aujourd'hui, ils ont une excellente formation, qui vont discuter aussi avec ces jeunes. Pas forcément arriver agressifs, parce que ça, c'est vrai. S'ils arrivent de façon agressive, en nombre, ils provoquent la violence. Mais s'ils sont là en patrouille de 2 ou 3, simplement où les jeunes s'habituent aussi à les voir, à même à les discuter, je crois que c'est important. Du personnel, il en faut aussi. Par exemple, on parle d'incivilité. C'est ça, l'incivilité, c'est les crachats, c'est celui qui parle fort au téléphone, celui qui en guirlande la buraliste, etc. Là aussi, dans les gares, par exemple, dans les lieux publics, on se dit, on a voulu mettre des caméras. C'est bien les caméras, mais les caméras, ça fait que prendre. En film, ça ne dialogue pas. Par contre, du personnel qui arrive à guider les gens, qui sont là pour répondre aux questions, elle sécurise les gens. Donc ça fait aussi du personnel, sans qu'ils soient forcément tous des policiers, mais du personnel dans les gares, par exemple. On met 1-2 personnes de plus dans la gare pour aiguiller les gens, parce que c'est là qu'il y a des frottements, quand il y a du monde. Je suis persuadé que ça peut faire des effets très positifs. Puis les éducateurs, les assistants sociaux, on en a... Là, moi, ça a toujours été mon problème, c'est qu'il y en a tellement que j'ai toujours dit qu'il fallait maintenant qu'on regroupe ces gens-là qui a un chef. Quand on a fait notre commission, une deuxième commission à Fribourg en 2003, on a énuméré tous les gens, toutes les associations, les formations, les groupes qui s'occupaient des jeunes. Je peux vous dire, il y avait un classeur fédéral. Sur Fribourg, il y avait 300 institutions, etc. Je dis, mais on ne les connaît même pas. Il ne faut pas que chacun parte son idée. Moi, je veux faire un peu de bénévolat, moi, je veux faire ci et ça. Non, il faut essayer de se regrouper. Puis on a une tête, on a une pyramide, et puis là, on dirige, et puis comme ça, on ne va pas faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Chacun va être spécialiste. C'est professionnaliser cette écoute dans la rue, monsieur Brogniart. Je pense que ça, c'est quand même une proposition que je vais vous faire en fin de matinée. Alors, au niveau policier, je suis un fan de la police de proximité, hein, donc c'est très très important. S'il doit y avoir un modèle de police aujourd'hui, et puis le seul qui va finalement nous permettre d'aborder un certain nombre de défis dans les 20 prochaines années, c'est bel et bien dans le développement de la police de proximité, alors orienté vers la résolution de problèmes. Mais sachant que ce policier de proximité, c'est lui qui va devoir détecter les problèmes, mais qui va devoir aller chercher les différents partenaires pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc ce n'est pas un policier de police secours, évidemment, ce n'est pas un policier en véhicule, il est véritablement orienté vers cette détection et cette résolution de problèmes. Et là, c'est aussi extrêmement cher, hein, parce que si on veut développer ce modèle, ça veut dire qu'on doit... Mais oui, mais c'est vraisemblablement plusieurs dizaines de personnes qui sont nécessaires pour pouvoir assurer les différentes tranches horaires, et puis on ne va pas se dégarnir dans les dispositifs de base de police pour pouvoir créer cette police de proximité. Et puis, et là, il faut véritablement que les gouvernements en prennent la mesure. Monsieur Brogniart, est-ce qu'on pourrait imaginer jusqu'à des patrouilles multidisciplinaires, pluridisciplinaires sur le terrain, entre policiers, éducateurs sociaux
La ville de Lausanne, ils ont sauf erreur, engagé un éducateur. Hein, donc c'est aussi j'avais lu le mémoire qui présentait ce projet. Donc ça veut aussi dire que dans ces brigades-là, je crois que Lausanne est très bien équipée puisqu'ils ont cette brigade de la jeunesse qui en effet une formation particulière, qui est accompagnée, sauf erreur aussi, par un psychologue hein, dans sa brigade. Donc il y a ce besoin d'interdisciplinarité qui me semble tout à fait valable. Je voulais juste revenir sur la question des moyens pour dire deux choses en termes de prévention, encore une fois, des adolescents. Dans le canton de Vaud, on est quand même assez pionnier sur le fait que donc il y a ce qu'on appelle les accueils socio-éducatifs de jour, qui sont les structures que j'ai mis en place il y a 20 ans, qui sont au fond des structures type internat, avec les mêmes prestations où les jeunes rentrent chez eux le soir. Le pari, c'est justement non pas de les couper du milieu familial, parce que là aussi, je crois que c'est extrêmement important de travailler avec le milieu familial. Et ces structures reçoivent, ça dépend de la grandeur, entre 10 et 20 jeunes. Et ces jeunes sont suivis sur une année, sur 2 ans. Ils sont considérés, ils sont déjà certains placés par les services, par le tribunal des mineurs ou placés par le service de protection de la jeunesse. Et ces structures existent, il y en a 7 dans le canton. Il y en a environ 20 en Suisse. Et on n'en parle peut-être pas assez parce que si c'est un coût, ce n'est pas un coût exorbitant, en tout cas comparé à une journée d'hôpital ou à une journée d'institution. Première chose. Deuxième chose, le canton a mis en place ce qu'on appelle des modules alternatifs temporaires à l'activité scolaire, ce qu'on appelle des MATAS. Ces MATAS démarrent, on ne peut pas encore aujourd'hui en faire le bilan, mais ça permet, par rapport à ces élèves qui, en effet, bouleversent, je dirais, le climat d'une classe, d'être mis temporairement sur 3 mois, voire sur 6 mois, en dehors du rythme scolaire. Il y en a 20 dans le canton. Donc, aussi pour dire qu'il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien en étant un petit peu en amont, qu'on pourra, et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de situations, finalement, chez les juges des mineurs, c'est que la prévention, elle marche. À mon avis, elle marche. Cette prévention-là, qui est une prévention concrète, qui est journalière, qui est scolaire, qui est familiale, dans le faire avec, parce que les éducateurs font des camps, font des week-ends, ces jeunes, il y a 2 avantages. Le premier, c'est qu'ils sont pris en charge, dans une prise en charge, encore une fois, non coupée de la famille. Et surtout, et ça j'insiste là-dessus, quand on connaît un gosse qui a déjà d'énormes problèmes à 11-12 ans, moi je peux intervenir jusqu'à sa majorité parce qu'il me connaît. Et ça, c'est très important. Vous n'intervenez pas la même chose si vous avez connu le gamin à 10-11 ans que si vous débarquez dans une situation où le jeune a 18 ou 19 ans et qu'il est en crise. Ce n'est pas du tout le même travail. Et là, je voudrais rendre vraiment aussi quand même aux travailleurs de rue, que je supervise pas mal, c'est qu'ils font un travail à risque, justement, parce que souvent, ils ne connaissent pas les jeunes forcément en amont. Et le courage qu'il leur faut, c'est justement de se présenter, c'est d'entrer en relation avec des adolescents souvent récalcitrants. Et je pense que ce qu'ils leur apprennent à ces jeunes, c'est de nouveau d'avoir des relations. C'est simplement ça. Ce début de relation permettra peut-être qu'un jour, cet adolescent qui ne communique plus pourra quand même se présenter en entretien d'embauche, pourra peut-être avoir une relation normale. Et là, je voudrais vraiment dire que je vois un petit peu les choses en 2 étapes. Il y a un paquet à mettre sur le scolaire, fin de scolarité, le passage dans le monde professionnel. Et puis, sur le plan humain, on a ce devoir éthique d'aller et mettre des éducateurs jusqu'au bout de certains jeunes qui, en effet, même ne sont pas demandeurs. Parce qu'on doit le faire, je crois, en tant que droit de l'enfant et droit de l'homme. Voilà. Voilà, merci infiniment pour cet éventail de possibilités, d'idées, de pistes qui ont été lancées. Je pense qu'elles ne peuvent pas vous laisser sans voix et j'imagine que vous avez des questions à poser à nos intervenants. Qui se lance? Vous avez été interpellés, les politiques? Il y en a un là. Il y a là. Vous pouvez parler, mais court. Il y a quelqu'un oui, monsieur. Ici. Alexandre Steger. J'ai entendu M. Guénia nous parler du problème de l'argent. J'ai entendu aussi M. Lachat souhaiter qu'on envoie des policiers à la gare, ce dont je me réjouis. Et je me demandais si on ne pouvait pas conjuguer les deux avec la solution des parrains de gare. Est-ce que pensaient les intervenants de ces parrains de gare? C'est quoi? Ah
vous ne savez pas ce que c'est que les parrains de gare? D'accord, je développe peut-être un peu ce que c'est que les parrains de gare. Ce sont des bénévoles. Parrains de gare. Oui. Oui, non. C'est un peu les grands frères. Alors, les grands frères, c'est une alternative, évidemment, à l'éducateur de rue. C'est de faire en sorte qu'on crée un lien social, voire un contrôle social qui n'existe plus parce que les gens préfèrent baisser la tête et puis éventuellement même subir ou alors esquiver. Et là, il y a une prise en charge par un parrain, hein, c'est ça? Vous l'appelez comme ça? Puis elle fait quoi? Elle a quelle formation? Elle fait quoi, cette personne? Elle est formée par les CFF. Je crois qu'ils ont quelques journées de formation. Puis ils reçoivent, ils sont bénévoles, mais ils reçoivent en contrepartie des cartes journalières ou quelque chose comme ça. Et ils sont là sur le quai avec quelque chose qui les distingue. On peut les voir depuis assez loin. Et ils engagent le dialogue. Visiblement, ils contrôlent qu'il n'y ait pas d'incivilité. Et le cas échéant, où ils n'ont aucun pouvoir de police, de contrainte, de quoi que ce soit, ils se contentent de dialoguer. Puis bon, accessoirement, c'est pratique. Alors, si vous d'un point de vue avez un policier, problème moi je trouve que c'est excellent. Hein, c'est un excellent partenaire à la police, évidemment. L'idée étant d'occuper le terrain pour éviter qu'il soit occupé par d'autres. Et toutes ces mesures-là sont juste excellentes. Donc complémentaires à d'autres mesures, bien évidemment. Mais moi, je peux que m'inscrire dans ce genre d'action. 2 mots peut-être pour vous répondre. La première chose, c'est que ça commence toujours comme ça par du bénévolat, puis après, quand on doit être tous les samedis ou tous les dimanches matin, ça se forme en association. C'est ce que je dis, c'est j'en ai connu des centaines et des centaines comme ça. Je sais bien, c'est très, très favorable, mais je dis, il faut aussi communiquer, on a dit, et collaborer, coordonner ces affaires-là. Maintenant, il faut des personnes, effectivement, qui ont reçu un cours, qui sont compétentes. Je suis très pratique quand je vous parle, je veux dire, j'ai eu un soir, je prenais le train de Berne-Fribourg, et c'était un train où je voyageais en 2e classe, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai vu arriver 2 personnes, alors c'est des sécuritas, n'est-ce pas, dans ces trains. Ils sont arrivés. J'ai rien contre les costauds, mais ils faisaient en tout cas les 2 mètres. Ils avaient des bottines et ils sont arrivés, ils ont poussé la porte, certainement avec le pied. Ça fait un bruit, donc j'en ai sursauté, j'en ai presque eu peur. Alors j'ai pas tellement peur en général en tout cas pas des jeunes ni des adultes. Et je me dis, voyez, ça c'est justement, ça fait l'effet contraire. Moi je suis sûr que s'il y a des jeunes, 3-4 jeunes qui sont là, peut-être qui sont en train de rouler déjà leurs joints pour fumer à la sortie, ils les voient arriver comme ça, je suis sûr que ils se disent, hop, c'est l'opposition, on va faire de la violence. Alors, je pense que c'est bien, les CFF doivent le faire, on en parle souvent avec eux, ils doivent mettre du monde, ils doivent mettre des gens pour la sécurité, mais il faut des gens qui sachent dialoguer, communiquer. Il ne faut pas des gendarmes. Alors, ces 2 personnes qui ont passé devant moi, j'ai pensé que c'était des gendarmes qui arrivaient. Et je trouve que ça, c'est peut-être... L'idée est bonne, excellente, mais c'est peut-être faire fausse route avec l'utilisation de ces personnes. Pour rebondir sur la gare, on sait que ce sont des points qui sont assez sensibles, qui sont devenus de plus en plus sensibles, y compris les voyages en train. Est-ce que vous avez d'autres expériences, les uns et les autres, qui pourraient aider, d'autres pistes pour sécuriser les gares? Pour sécuriser les gares, moi j'ai envie de vous dire que les jeunes qui sont en rupture, ils se déplacent. C'est pour ça qu'il faut des éducateurs de rue, puis peut-être avec des patrouilles aussi de policiers. Ils se déplacent, vous savez. Ils sont un moment à la gare, mais si ça va mal à la gare ou s'il y a trop de policiers, peut-être là, ils vont aller ailleurs. Ils se déplacent très, très, très facilement. Hein. Maintenant, c'est le nouveau phénomène. Ils ne sont pas toujours planqués au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre prévention? Moi, je pense qu'il y a du personnel supplémentaire qui est accueillant. Si vous avez de temps en temps une patrouille qui passe, ils ne sont pas obligés d'être là de 24 heures sur 24. Si vous avez des éducateurs avec un petit local qui peut discuter avec des jeunes qui sont en peine d'amour ou d'autres peines, parce qu'il y a de tout. Je pense que c'est déjà... On aura fait un gros progrès, n'est-ce pas? On ne peut pas non plus mettre un policier ou une personne derrière chaque individu. Il ne faut pas ça. Il faut laisser les gens libres. Mais après, il y a un autre phénomène aussi. Puis ils en ont parlé hier soir, ça se discute beaucoup. Si on pouvait interdire l'alcool aux jeunes, parce que alors je peux vous dire que l'alcool, chez moi, dans les bagarres, dans mes dossiers, c'est 80%. Puis je suis gentil, je peux aller à 90%. Où les bagarres, c'est chaque fois de l'alcool, quasiment.
Donc ça, c'est un phénomène. Alors on entend les magasins, les gérants de magasins qui disent halte là, nous on veut vivre aussi. Il y a les adultes qui se disent mais nous on ne veut pas qu'on interdise de nous vendre de l'alcool, etc. Mais ça, c'est un problème politique, évidemment, qui ne coûte pas cher, mais il faut décider oui ou non. Je ne veux pas monopoliser, je crois qu'il y a un monsieur qui veut poser une question. Mais l'alcool est très très important. Hein, merci. Et là, il faut se préoccuper de vrais catalyseurs de violence. L'alcool en fait partie. Hein, c'est un désinhibiteur. Et puis en même temps, voilà, il ne rend pas intelligent en tous les cas. Puis on le retrouve. Alors, on faisait le lien avec les gares. À Delémont, c'est un tout petit problème de gare, hein, mais par rapport à d'autres problèmes. Et c'est vrai que les gares, c'est pas les jeunes, hein, les gares. C'est un lieu intensif de passage qui attire beaucoup de désœuvrés. Voilà. Et l'alcool joue un rôle énorme. Alors à Delémont, par exemple, il y a un shop qui vend de l'alcool. Et puis il y a une configuration de gare sur laquelle il faudrait agir d'ailleurs, où on leur a pratiquement fabriqué un bar. Voilà. Donc ils stagnent là toute la journée et puis ils se relayent. Et puis il y a toujours des jeunes qui sont là autour en train de boire. Puis alors comme ils boivent, à un moment donné ils deviennent très cons. Et c'est là qu'ils commettent des violences, ou alors ils lancent une bouteille qui va se casser, ou alors il y a des déprédations, et le citoyen en a complètement marre. Et l'action policière, là, tant qu'on n'a pas changé le bar et puis qu'on n'a pas interdit la vente d'alcool dans ce shop, ben évidemment, le problème va se perpétuer. Et si j'envoie mes policiers, il y a à chaque fois des violences parce qu'il y a des interpellations, enfin, c'est des jets de bouteilles contre eux ou alors des injures, ils ne peuvent pas le tolérer, donc ils vont intervenir. Et puis directement, ils interviennent avec des gens ivres, donc il y a des violences. Et ce n'est pas une solution. Et là, la police de proximité n'y peut rien. C'est l'urbaniste, c'est les CFF qui doivent changer cette configuration. Deuxième chose, c'est qu'il faut permettre à la police, et on lui a interdit, hein, de pouvoir traquer finalement la vente d'alcool aux mineurs. Actuellement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas envoyer un enfant faire un achat, et puis voilà, il ressort avec l'achat, puis aller dénoncer celui qui lui a vendu, qui n'a pas vérifié qu'il était mineur. On n'a pas le droit de faire ça. Vous imaginez le niveau de contrôle qu'on a dans cette société. Et c'est au niveau des chambres fédérales qu'on s'est décidé à ne pas donner ce pouvoir à la police. Et je pense même que l'amende devrait être terrible. J'étais en Australie il n'y a pas si longtemps. L'amende pour celui qui vend de l'alcool à un mineur, que ce soit dans un restaurant ou ailleurs, ou dans un magasin, il va prendre 15 000 $ d'amende. Pas 1 franc, pas 100 francs comme chez nous, ou 150 francs, hein, qu'il aura rentabilisé en revendant 3 autres bouteilles. Donc il faut être un peu sérieux, il faut se donner les moyens d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, on ne les a pas. Et il y a certains cantons qui vendent encore de l'alcool dans les stations essence. Je veux dire, c'est une hérésie. Ils en vendent évidemment aussi à des mineurs, bien entendu. Et puis d'autres cantons qui prennent la mesure. Le canton de Vaud est plus exemplaire que Neuchâtel. Et le canton de Genève, pour une fois, est très exemplaire. Il y avait d'autres... Oui, merci. Jean-Claude Ruchet, municipal éducation et jeunesse à Yverdon-les-Bains. Je voulais juste intervenir par rapport à la gare, parce qu'on connaît la ville d'Yverdon, on sait ce qui s'est passé au niveau de la gare il y a de cela quelques années. Et finalement, nous avons mis en place une démarche, je dirais, communautaire, où on a pu, effectivement, au travers de partenariats entre les parrains marraines de gare, les travailleurs sociaux au mur, la police de proximité, nous avons même mis également un podium sur cette place pour l'animer, pour, je dirais, utiliser cet espace public. Et depuis, on se rend compte que ça a beaucoup d'effets. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une initiative pour mettre également des caméras de vidéosurveillance. Finalement, elles ont été posées, mais pendant 2 ans, elles n'étaient pas là et il ne se passait plus rien finalement à la gare. Dû à cette démarche communautaire, les gens pensaient que les caméras étaient déjà là. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Il faut occuper le terrain. C'est clair, si le citoyen ou les institutions ou les autorités n'occupent plus le terrain, se désengagent, eh bien, ils laissent le terrain libre. Et puis il est très vite, le vide est très vite comblé. Et notamment avec les bandes ou avec des personnes qui sont désœuvrées, ils vont s'approprier ces espaces-là. Alors, je l'ai connu aussi. Alors, les gares, mais il y a aussi des places. Hein, ça peut être la Riponne à Lausanne, c'était la place Purie à Neuchâtel. Et le commandant de police de la ville de Neuchâtel, finalement, a pris les choses en main parce qu'il y avait toujours des toxicomanes qui buvaient avec des chiens, ils se battaient. Ça faisait tâche là, sur cette place Purie. Et il a regardé qui étaient ceux qui étaient le plus souvent interpellés par ces policiers. Et là, il a identifié 2-3 individus. Et intelligemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les trouver, lui, commandant de police de Neuchâtel. Et il leur a donné un boulot.
il leur a donné un petit boulot, c'est quelques heures par jour, mais en lien avec la municipalité. Et je vous assure que les problèmes ont complètement disparu et actuellement, ils ne sont pas réapparus. Mais c'est un moyen très très simple, mais simplement il s'est investi, puis il a travaillé avec d'autres dicastères de la ville, puisqu'il avait les moyens d'articuler cela, et il a eu la volonté de le faire, et il a eu des résultats. Je vais vous entendre aussi sur les caméras de surveillance, vous n'êtes pas forcément pour, si j'ai bien compris. Non, les caméras, il faut quand même que je dise un mot, Michel. Les caméras, pour moi, sont complémentaires à des actions. Donc si je mène, et je l'ai fait à Delémont, j'ai mis des caméras parce que j'avais des actions qui étaient ciblées. C'était un moyen de savoir qui occupait le terrain en économisant des ressources policières. Mais derrière, j'avais un objectif. Je savais qu'à un moment donné, j'aurais plus besoin de ces caméras. Donc les poser temporairement, c'est juste intelligent, parce qu'elles seront considérées comme une aide. Alors qu'elles soient visibles ou invisibles, hein, peu importe. Maintenant, de mettre trop de caméras empêche les surveillances efficaces. C'est ce qui se passe à Paris, c'est ce qui se passe en Angleterre. Hein, alors, on a multiplié les caméras partout. On n'arrive plus à surveiller, puis on est déçu par le fait que les images ne sont pas d'assez bonne qualité. Donc, quand on veut les utiliser parce qu'il s'est passé quelque chose, ben, ça sert juste à rien, parce qu'on voit un individu qui a une capuche sur la tête, et puis on voit juste que... Puis si c'est le soir, c'est encore plus médiocre. Donc, oui, alors on se donne l'illusion de sécurité, mais il faut vraiment les inscrire dans la résolution de problèmes si on les place. Juste les mettre comme ça par autosatisfaction, on remarque que les personnes cibles, hein, qu'on ciblait, finalement s'accoutument complètement à cela, parce qu'ils voient qu'ils continuent leur dérive et puis qu'il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, ils sont simplement moins timides à la longue, ou alors ils se déplacent un peu plus loin pour commettre les mêmes délits hors caméra. Monsieur Lachat. C'est pas si simple. Hein. Non, c'est pas si simple. Juste pour ajouter, il y en a aussi qui se cagoulent maintenant hein, avec les caméras, donc ça sera difficile de les reconnaître. Mais je voulais vous parler de mesures, vous avez posé des questions, une mesure gratuite qui s'adresse à vous, madame, et aux journalistes. Il faut dire ce qu'on vient d'entendre là, que ça se passe bien quand il y a des personnes qui sont à la gare, que ça va nettement mieux à Yverdon, pas seulement relever quand ça va mal. Et ça, c'est important pour le public. Je viens d'avoir... coup sur coup, deux personnes d'un certain âge, pas de vieilles personnes, mais d'un certain âge, des gens qui avaient de l'expérience, qui me critiquaient la gare de Fribourg en disant « c'est incroyable cette gare, la merde qu'il y a ». Je dis « mais comment ça ?» En les questionnant, un qui était un homme de 50 ans, il n'a jamais vu une bagarre, il n'a jamais été bousculé. La seule chose qu'il m'a dit, mais il y a du monde. Mais c'est encore heureux qu'il y ait du monde à la gare. S'il n'y a plus de monde à la gare, ben voilà. Mais le bonhomme, simplement de voir des gens qui laissent pendre leurs pieds, évidemment, ils ont souvent des souliers détachés. C'est une autre coutume, ces gens-là. Mais ils ne sont pas forcément méchants, ils n'agressent pas. L'autre personne, c'est une dame, et à force de converser avec elle, j'ai appris qu'elle n'avait jamais été à la gare de Fribourg. Voilà, il faut peut-être le dire, que c'est pas si mal quand on a pris des mesures, ça se passe aussi bien. Et ça coûte rien. Monsieur Breniat, sur les gares, sur une présence sociale dans les gares? Alors écoutez, les gares, ça me rappelle quand j'étais jeune éducateur et qu'on allait récupérer les gamins à la gare, c'était difficile, mais là aussi c'est un exemple qui est quand même assez intéressant. Les toxicomanes, en effet, dans les années 80, ils se retrouvaient dans les gares, ils trafiquaient beaucoup dans les gares. Et on était amené à aller les rechercher, on devait prendre notre courage à deux mains parce que c'était pas facile, mais on n'a jamais été agressé en fait. Et ça aussi, il faut le dire. Et pourtant, on avait une mission quand même compliquée, ramener un gamin qui n'est pas en état dans son internat parce qu'il y avait un mandat de justice et qu'il était obligé de passer la nuit chez nous, mais il fallait le chercher. Mais là aussi, encore une fois, l'éducateur a quand même cette formation qui lui permet de dialoguer, de tenir compte de la réalité, de savoir. Je crois que le savoir-être est tellement important, c'est ce qu'on apprend dans ce métier. Et finalement, on arrivait quand même à les ramener à bon port, pas toujours, pas tous, mais enfin, on n'avait pas d'agression ou d'agressivité. Donc, ça veut quand même dire que dans ces milieux, je parle de milieux là quand même extrêmement, on va dire le bout de la chaîne un petit peu, il y a la place quand même toujours au dialogue et on peut faire quelque chose. Maintenant, je voudrais aussi juste dire que voilà, par rapport à ces jeunes-là, il faut qu'on distingue quand même une chose. Il y a un groupe, moi je ne sais pas, je n'ai pas de pourcent, mais dont les difficultés sont pathologiques. Et je crois qu'il ne faut pas confondre, ça me semble très important, un certain nombre de jeunes qui ont des troubles graves du comportement et de la personnalité,
qui en effet ont échappé à toutes les mesures, qui sont des multirécidivistes. Ces jeunes-là ont en effet un certain danger en eux. Je crois qu'ils ont passé à l'acte. Donc il faut en effet être attentif à ces jeunes-là. C'est peut-être plus une charge policière, mais là je la vois très bien en collaboration quand même avec l'éducateur de rue. Mais la plupart des jeunes sont dans des phases de crise. Ces crises, en effet, sont difficiles à passer, elles sont difficiles à gérer, mais ne confondons pas ces deux groupes, parce qu'ils sont différents. La plupart des jeunes du groupe que je vais appeler numéro 1 va s'en sortir. Il faudra peut-être des années, mais ils vont s'en sortir. On voit quand même au fil des années que la plupart s'en sont sortis. C'est peut-être à 25 ans, c'est peut-être pas en effet entre 18 et 20 ans. Et puis il y a un minuscule groupe, c'était ceux de la riponne, c'est ces jeunes qui en effet ont vraiment des pathologies lourdes. Là, on est un tout petit peu impuissant. Mais ce n'est pas une raison pour les abandonner, mais en effet, en termes de réussite, il y a peu, il y a très très peu. Et il faut l'accepter comme étant un des paramètres de la jeunesse, de cette jeunesse-là. Mais je pense qu'il faut quand même avoir, je l'ai dit tout à l'heure, de l'humanité face à eux. Il y avait d'autres questions dans la salle, oui, monsieur? Oui. Il y a un micro? Oui, j'ai le micro. Ok. Ah bon, alors c'est quelqu'un qui est derrière vous, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, Félix Glutz de Montreux. Effectivement, la violence est un phénomène qui existe depuis bien des années. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, j'avais eu un débat avec M. Gagna au Salon du Livre sur le même sujet. Mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que je pense que toutes les mesures qui ont été proposées, elles sont, à mon avis, parfaites. Mais il me semble qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, eh bien, il y a un grand saut. En effet, vous avez parlé de police de proximité, vous parlez de présence sur le terrain, je pense que c'est parfaitement important, mais il me semble qu'il y a une quinzaine d'années en arrière, eh bien, les postes de police, ils étaient répartis un peu dans la ville. Je vois rien qu'à Montreux, il y avait plusieurs postes de police. Donc là, il y avait une véritable police de proximité. Or, on parle de police de proximité, et il me semble que dans le nouveau système, eh bien, cette police de proximité existe moins. On voit plus des patrouilleurs de police patrouiller en ville ou dans les villages avec des voitures, mais on les voit beaucoup moins sur le terrain, si ce n'est dans des endroits sensibles comme les gares. Alors c'est là que j'aimerais... On va peut-être aussi répondre à cette question lors de la deuxième table ronde, puisque la région montreusienne est directement interpellée par M. Glutz, à moins que vous ayez une... Non, il ne faut pas confondre police à proximité et police de proximité. Donc, il y a quelques années, une vingtaine d'années, on avait développé très fortement la police à proximité. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle... Parce que maintenant, elle est difficile à définir. D'ailleurs, j'ai un doctorant qui travaille sur le concept même de police de proximité pour qu'une fois, on y mette un socle théorique. Et puis, parce qu'il y a plusieurs définitions comme ça. Mais là, vous êtes dans la confusion entre police à proximité et police de proximité. La police de proximité, elle est bel et bien tournée vers la résolution de problèmes, détection, donc des problèmes auprès des différents partenaires dont les citoyens font partie, les commerçants évidemment, les directeurs d'école. Alors comme ça, il y en a à peu près une vingtaine dans notre société qui sont identifiés, notamment en ville. Ensuite, le recensement des problèmes, il faut les hiérarchiser, il faut les prioriser, mais il faut surtout développer des stratégies qui ne sont pas essentiellement, et de loin pas essentiellement policières. Et c'est là que les partenaires vont être intégrés dans les recherches de solutions. Ce que vous disiez sur la gare était un exemple, finalement, qui aurait pu appartenir à la police de proximité si la gare était dans son quartier. Et une fois que les stratégies sont développées, évidemment, c'est de mettre en application un certain nombre de mesures. Cette stratégie mise en application, puis ensuite elle doit être évaluée pour voir si on a atteint les objectifs. Donc ça, alors c'est nouveau puis pas nouveau, mais en tous les cas, dans les difficultés des dossiers qu'a géré la police avec le nouveau code de procédure, qui rend épouvantable le temps consacré à l'administratif, avec les matchs de football, de hockey, avec les dimanches, on doit faire travailler des policiers en maintien de l'ordre, en Robocop, avec le nombre d'appels pour l'urgence, la police d'urgence, évidemment, on a eu tendance à négliger petit à petit la présence de la police citoyenne. Et maintenant, on est en train de la reconstruire parce qu'on sait que c'est là qu'on va avoir le plus de résultats pour qu'il y ait un minimum d'intervention, etc. Tout ça est bel et bien en boucle. Donc il faut développer cette police de proximité vraisemblablement pour avoir de nouveau un nouveau poumon finalement en maîtrisant les coûts.
Il y avait une question aussi au milieu de la salle et après madame. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut amener le micro au milieu? Non, déjà monsieur qui s'est levé avant. Bonjour, Bassam de Gérard, conseiller communal de Montreux. Je remercie les intervenants et les personnes à la table ronde pour avoir évoqué le sujet en vertical, c'est-à-dire entre les générations, par rapport à la jeunesse, pour cette cohésion sociale, sans avoir abordé du tout l'aspect en largeur entre les différentes composantes de la société. Donc je conclus que c'est un problème qui n'est pas lié à une catégorie de la population, d'une certaine ethnie ou d'une certaine religion ou quoi que ce soit. Et je pose la question dans ce sens pour avoir plus ou moins ou une confirmation ou des indications que ce qu'ils ont rencontré par rapport à la jeunesse, c'est général à toute la catégorie de la jeunesse, quelles qu'elles soient ses origines. Merci. Alors, pour les origines, bon, c'est un problème qui m'a intéressé évidemment, que j'ai étudié et puis j'ai pas mal lu sur le sujet. Il est évident que dans les 4 grands groupes que je vous citais comme étant les 4 grands groupes de variables qui expliquent le mieux le passage à l'acte, les migrations ou les migrants occupent une place prépondérante. Pourquoi ? Parce que l'appui des familles, par exemple, lié au contexte scolaire, sera beaucoup plus faible que par rapport à des générations d'étrangers de plusieurs générations et ou des autochtones. Et là, il y a un sacré problème. Il y a même des enfants qui prennent le rôle parental parce qu'ils parlent le français ou ils le maîtrisent beaucoup mieux que leurs parents. Donc, ils exercent un réel pouvoir dans la famille avec une inversion des rôles. Et ces catégories de personnes, c'est celles qui vont vraisemblablement vivre le parcours scolaire avec le plus de difficultés. Et c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup en exclusion, soit scolaire, ou alors avec des difficultés immenses à trouver un avenir socio-professionnel. Et on va retrouver ces populations dans les environnements où il y a la plus forte densité de population et puis où la diversité sociale aura disparu. Parce que, évidemment, dans le parcours de la migration, il y a des sacrés obstacles et des sacrées difficultés. Et ce n'est pas là qu'on crée le plus de richesse et qu'on accorde le plus de soutien. Donc il y a une machine, un processus finalement dans le concept d'accueil et l'intégration qui est plutôt propre à créer des difficultés, de la délinquance et ou de la violence. Alors ça répond en partie à votre question. Par contre, quand on prend le statut ou la couleur du passeport ou l'origine par rapport au passage à l'acte, c'est une variable qui a 0 poids. 0 poids. L'idée est effectivement davantage de trouver des solutions plutôt que de stigmatiser, mais je vois, Monsieur Lachat, que vous avez des statistiques sous les yeux. Assez précises, parce qu'elles ont été faites, elles sont toutes fraîches, et on n'en trouve pas souvent ces statistiques. D'abord pour savoir combien il y a de mineurs. En Suisse, en 2010, il y avait 773 581 mineurs, entre 10 et 18 ans. Donc on a sorti ces chiffres-là, donc ça veut dire plus de 775 000 mineurs. Il y en a 614 000, 615 000 de Suisses naturalisés et les étrangers s'élevaient à 158 000, 159 000 en gros. Donc ça veut dire les étrangers représentent 21% en 2010, 21% de la population mineure et les Suisses 79%. On a eu en 2010, ça c'est les statistiques fédérales, 15 646 jugements pénaux, donc des jugements qui ont été rendus dans toute la Suisse. Intéressant aussi de constater qu'il y a 76% de garçons, donc les filles sont moins présentes, mais elles sont là, et c'est difficile avec les filles. 77% des jeunes avaient plus de 15 ans. Là aussi, on dit toujours que ça vient plus jeune. 77% des mineurs étaient âgés de plus de 15 ans. Et alors, le chiffre qui vous intéresse le plus, c'est que parmi ces 15 500 jugements pénaux, 69% étaient commis par des Suisses, 30% par des étrangers, 1% on est sans information. Donc, on constate qu'effectivement, par ces chiffres, qu'il y a plus de jeunes d'origine étrangère qui sont présents. Mais ceci s'explique, et moi je le vois alors chez nous, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de jeunes étrangers qui viennent. Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais on a beaucoup d'hypothèses. Peut-être qu'on
on dénonce peut-être plus facilement un étranger, mais ces étrangers aussi ont plus de peine. Je l'avais dit une fois à un congrès suisse qu'il fallait en parler. Et je suis très content de l'avoir dit parce qu'il faut oser dire ça, dire qu'effectivement les étrangers sont assez présents dans nos prétoires. Ma conclusion, c'est de dire, prenons des mesures pour mieux les intégrer. Et je pense que depuis 2006, 2007, on a fait beaucoup de progrès avec eux. Il faut les intégrer. C'est normal. Moi je ne suis pas choqué de savoir qu'il y a plus d'étrangers chez nous, dans nos prétoires, que de Suisses. Parce que ces jeunes n'ont pas la même culture, ils sont dépaysés, ils arrivent avec leurs parents qui ne parlent pas la langue, eux-mêmes se font les interprètes, ça je peux bien le confirmer, c'est eux qui parlent, c'est eux qui vont discuter avec l'instituteur, puis les parents suivent. Et ces jeunes voient aussi la richesse qu'il y a là, ils viennent souvent de pays extrêmement pauvres, donc tout ceci s'explique, on a beaucoup de causes, hein, il y en a multiples causes qui permettent de dire ça. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que dans les cas de violence, alors, vraiment dans les bagarres et les coups donnés, ben, les Suisses sont aussi présents. Oui, merci, monsieur Brenia aussi, le temps passe très très vite, il va falloir qu'on prenne encore quelques questions avant de passer au débat suivant. Alors sur ce sujet de l'intégration des communautés étrangères, je crois que là aussi, les classes d'accueil qui existent dans le canton font un travail absolument remarquable. Ce que je veux aussi dire, c'est que voilà, l'école joue vraiment un rôle d'intégration, donc il a un rôle capital d'intégration, non seulement en termes d'acquis scolaires, mais aussi de compétences sociales, et je crois que c'est très important de le relever. Et puis dire, par rapport à en effet un certain nombre de jeunes qui ne suivent pas ou qui sortent du courant scolaire, c'est que si peut-être ils représentent les moins bons élèves, ce sont aussi les meilleurs. Et ça, c'est intéressant de dire que les plus brillants, parfois dans les classes, ce sont bel et bien des enfants du Kosovo ou d'Afrique du Nord, parce qu'ils ont un amour de l'école et une reconnaissance de pouvoir faire l'école qui justement a un effet extraordinaire aussi pour les autres. Et on ne le dit pas assez. Et au gymnase ou à l'université, c'est en effet aussi une majorité d'étrangers. Et en football aussi. Et en football aussi. Merci. On va prendre peut-être encore 2 questions. Il y avait monsieur et madame devant. Et j'espère que les autres questions, vous pourrez les poser lors du prochain débat. Voilà, bonjour, Raphaël Roig, simple policier en Valais. Tout d'abord, on parle de financement, on parle d'organisation. Je parle aussi du mot de simplicité. Je prends l'exemple, je suis formateur de salle défense en Valais, dans le close combat. Et j'ai plusieurs exemples qui me sont arrivés. Tout simplement, des jeunes, je travaille énormément avec des jeunes qui ont un lourd passé dans la violence. Et je vois que le rôle du coach, qu'on a oublié un petit peu dans les institutions sportives, et sans le vouloir, je me suis aperçu que l'entraîneur, au niveau sportif, avait beaucoup d'influence par rapport au développement du jeune. Un exemple tout simple, j'habitais dans un petit village à Bramois, pour dire, tous les jours, je voyais passer un gars qui était bien bâti. Il marchait, tous les jours je le voyais passer. Et puis un jour je me suis dit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que ce gars, c'est un grand sportif. Alors je me suis arrêté, puis je lui ai demandé ce qu'il faisait comme sport. Il m'a dit, ouais, je soulève de la fonte tous les jours, et puis je travaille pas. Je dis, ok, écoute, je te propose un entraînement, c'était du mix martial arts. Ce jeune, il a commencé à s'entraîner, à vraiment trouver sa voie, parce qu'il avait des capacités physiques très très intéressantes, puis une grande motivation. Ce qui s'est passé, c'est que sans le vouloir, je suis devenu à quelque part son coach dans la vie de tous les jours. Simplement, quand il avait des problèmes, il m'appelait. Et c'est vraiment de la simplicité, je pense qu'actuellement, qui nous manque un petit peu dans les valeurs de la vie. La simplicité, puis donner justement des possibilités au niveau sportif. Et là, je pense qu'on n'a pas parlé de sport. Et le sport, à mon avis, c'est purement personnel. C'est vraiment, je pense, la clé pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Et là, on parlait justement de violence. Je travaille tous les jours avec la violence. Je suis donc formateur de close combat. Et je travaille également avec des jeunes, pour ne pas citer Don Bosco en Valais. Et ces jeunes-là suivent des cours avec nous. Et au départ, c'est clair qu'on se dit, mais il faut peut-être faire attention avec ce qu'on va montrer, comment on va travailler avec. Il y a toujours un éducateur avec nous. Et on voit justement la prise de confiance. Cet état, justement, va aider le jeune à pouvoir évoluer. Et ça a été jusqu'au combat. Dernièrement, il y a eu un combat sur Martigny, un gars que j'ai coaché. Et c'était incroyable, la propreté, aucune haine. Et
le seul souci qu'il avait, c'était décevoir les entraîneurs. Et là, on a vu qu'on avait vraiment un rôle au niveau de cette violence, et c'est des gars qui ont commis énormément de délits, qui n'ont jamais trouvé leur place, et là, tout d'un coup, ils se retrouvent vraiment entourés, et je ne sais pas si on peut se pencher peut-être là-dessus aussi par rapport au sport, c'est une question que je pose. Merci pour ce témoignage qui va tout à fait dans le sens de la pluridisciplinarité qu'on a évoquée pendant ce débat. Elle est même connue, hein, donc alors moi, c'est encore une mesure à privilégier, il faut investir dans le loisir. Si on investit dans le loisir, ça peut être le sport, mais ça peut être la guitare, ça peut être le rap, ça peut être spirituel, ça peut être la lecture, les mathématiques, c'est un peu plus rare, mais il faut investir là-dedans. Pourquoi ? Parce que le jeune, s'il se découvre le moindre des talents, ou si on a créé les conditions cadres pour qu'il soit content de ce qu'il produit, ben évidemment, il va se détourner de la délinquance, ou alors ne pas se tourner vers la délinquance. Et ça, c'est connu, c'est un modèle qui a été développé par les criminologues Gluck et Gluck dès 1910. Hein, donc c'est une vieille histoire où ils disaient déjà que la première mesure à mettre en œuvre, c'est d'investir, alors ils ne disaient pas le loisir à l'époque, mais de favoriser les conditions cadres pour que le jeune se découvre un talent. Et à partir de là, il se détourne de la criminalité. Et ça fonctionne, c'est assez binaire comme ça, mais il faut absolument qu'on trouve les moyens de financer ou de continuer à financer toutes les activités liées aux jeunes. Et l'adulte y est évidemment présent. Et c'est lui qui va créer, vous disiez le coach, ben le coach va être identifié comme un référentiel de valeur. Mais ça peut être aussi un camarade avec lequel on crée quelque chose. Et là, on sait qu'on tient une mesure qui est extrêmement efficace. Prendre encore une dernière question, madame, qui levait la main tout devant, si le micro... Ah. Désolée. Manon Favert, je suis donc municipale à Chavannes-Prernon. Alors, je suis très heureuse d'entendre ces discours parce que j'abonde totalement dans ce que vous avez dit, que ce soit en matière de prévention, que ce soit aussi en matière d'animation. Hein, dans une petite commune comme Chavannes, mais c'est le cas dans tout l'Ouest lausannois, on développe vraiment des plateformes de travail sociaux de proximité, des activités jeunesse qui sont très prises également. Mais moi, ce que j'aurais aimé dire, ou en tout cas constater, c'est un certain nombre de paradoxes. Avant, une personne est intervenue en disant dans quelle mesure les parrains des CFF ne pouvaient pas intervenir en partenariat avec la police. Oui, je suis tout à fait favorable, mais ce que je constate aussi, en tout cas sur la commune de Renan, c'est que nous avons un Coop Pronto qui est ouvert très tard le soir et qui vend de l'alcool, et c'est un territoire de la Confédération. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans cette manière de prendre en charge les actes délictueux sur le terrain de la gare. L'autre paradoxe aussi, c'est de toujours vouloir investir finalement, comme on le dit, dans la prévention par rapport aux jeunes délictueux qui ont des actes délictueux et pas en faveur aussi des jeunes qui vont bien. On est, vous l'avez dit aussi, donc je viens un petit peu en retard par rapport à ça, mais je pense que des jeunes qui vont mal, s'ils voient leur père aller bien, pris en charge aussi par des structures communales, d'activités dignes de sens pour eux, ça peut être du hip-hop, ça peut être toute une culture qui n'est pas nécessairement la nôtre, je pense que ça ira bien. L'autre paradoxe, c'est surtout que je considère aujourd'hui que nous vivons dans un monde qui est très violent. La politique, c'est un monde violent. On a dit le sport aussi, un monde très agressif. Et là, l'adulte, que je suis, l'adulte que nous sommes tous, nous avons aussi un rôle, à mon avis, à défendre. Nous sommes aussi des adultes qui vont porter la jeunesse d'aujourd'hui, qui sera les adultes de demain, en étant de bons exemples. Et quid de cela? Quid de formation aussi à la non-violence, ou en tout cas au discours empathique à l'égard des jeunes, nous adultes? Et la question que j'aurais justement, que je vous poserais, c'est comment faire aussi pour que les adultes que nous sommes soyons formés à pouvoir entrer en lien, entrer en dialogue avec ces jeunes? Qui veut répondre? Monsieur Gagnon? Brunière, c'est une question, oui, je comprends bien votre souci, c'est une question tellement large. Je ne sais pas si on va créer des formations pour cela. Ça, je ne pense pas que c'est tout à fait dans la prévision des budgets. Par contre, c'est vrai que je crois qu'on peut que vous rejoindre. Il faut mettre en valeur, c'est vrai aussi, ce qui marche. Et moi, je suis épaté de voir
puisque je travaille à Lausanne et Grand Lausanne, de tout ce qui est mis en place, hein, via aussi les centres socioculturaux, par exemple, culturels à Lausanne, qui développent là aussi plein de synergies entre deux populations. Je dirais que cette population de jeunes qui va bien et d'autres un peu moins bien. Donc il y a un rôle là, fédérateur, je crois, de la jeunesse qui est très important, qu'il faut continuer. Je crois que les enseignants, hormis leur tâche d'enseignant, jouent un rôle aussi dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils permettent aussi dans des classes d'intégrer des élèves en difficulté avec des élèves en moins grande difficulté. Et il y a un effet absolument évident. Maintenant, de là, voilà, les jeunes, je crois qu'il faut les écouter, il faut pas seulement être non plus toujours du côté des jeunes, je crois qu'il y a aussi des règles à leur rappeler pour certains. Mais je crois que ce qui est fondamental, et ça c'est quelque chose peut-être qui se perd un peu, c'est qu'il faut marquer les générations. Aujourd'hui, il y a peut-être pour les jeunes, quand vous parlez d'exemplarité, beaucoup de parents qui ressemblent à des adolescents, qui chassent sur les mêmes terres, qui font les mêmes jeux, qui s'habillent de la même manière. Et là, peut-être qu'il y a un problème de société, de savoir en effet d'identité. Qu'est-ce que l'adulte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un jeune? C'est peut-être très complexe, ça c'est complexifié, mais c'est des défis de demain. Il y aura certainement des éléments de réponse aussi avec notre sociologue tout à l'heure, notre grand témoin. Je prends juste la dernière question promise à Madame depuis longtemps, en essayant de faire assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse passer aux autres intervenants. Face à la violence, comment peut-on prévenir autant que guérir? Par exemple, si je regarde la violence à la télé, ben, finalement, j'ai balancé ma télé. Et puis les jeux vidéo, les Game Boy, tout ça, mes petits-enfants, moi, j'étais pas très contente qu'ils passent leur temps à ça. Alors, j'aimerais savoir comment on peut prévenir autant que guérir. Merci. On a pas mal parlé de prévention, me semble-t-il. Ces messieurs nous ont donné déjà beaucoup de pistes. Est-ce que vous en avez encore peut-être une que vous auriez oubliée, comme ça, qu'il faut absolument donner tout de suite? Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, bien entendu, mais je trouve qu'une des préventions de la violence, c'est peut-être cette idée qu'a la commune de Lausanne de faire des campagnes. Moi, j'apprécie énormément, j'ai beaucoup apprécié l'éducation, c'est l'affaire de tous, qui était une campagne vraiment riche. Et là, Lausanne va refaire une campagne sur l'intergénérationnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça sera sur à nouveau 8 ou 9 mois. C'est un ensemble de la population, des associations qui vont remettre ce programme en route. Et je pense que ça, c'est un des bons moyens de prévenir la violence, c'est que les générations se parlent. Et je crois que la vision de Lausanne à ce niveau-là est remarquable. Je crois qu'on va arrêter ce premier débat sur la communication, comme nous l'avions commencé, et place maintenant un deuxième film réalisé par des jeunes via l'entreprise Initio. Merci.